un, un webinaire qui permettent à chacun d'intervenir, même si, alors c'est assez simple, hein, vous demandez la parole ou vous écrivez dans le chat et de temps en temps, eh ben, on ouvrira bien les caméras de ceux qui veulent prendre la parole. Et on est vraiment dans un encouragement à la libre intervention des uns des autres. Je rappelle simplement qu'on veut être à la fois dans une logique d'information et on remercie par avance Maître Landau qui va être apporter beaucoup d'informations sous l'angle juridique, ils vont se présenter après, mais aussi de l'information sur ce qui se passe dans les pratiques. Et là, on remercie évidemment euh, Julie Cotel d'Intercommunalité de France qui va elle aussi se présenter et qui va nous présenter des éléments d'enquête nationale qu'on a sur ce sujet de gouvernance. Et puis, on va aussi essayer de combiner le regard juridique avec le regard politique. C'est-à-dire qu'on va autoriser notamment Fabien Jordan, le président de l'agglo de Mulhouse qui est avec nous, à de temps en temps réagir à l'exposé à caractère plus juridique pour nous aider à voir le sens, à voir l'usage politique qu'on peut avoir des dispositions que l'avocat va nous présenter sous l'angle juridique. Voilà, essayer de combiner un petit peu les deux dans nos discussions. Voilà, on est ensemble jusqu'à, on a dit 1h30, 1h45, mais en tout état de cause, même si on commence en retard, nous arrêtons à 16h0000. Voilà, vous pouvez être certain que ce sera le cas. Et donc, merci de votre présence jusqu'au bout. Je voulais juste terminer en disant que euh, nous avons Interco Outre-mer a lancé en association donc avec Interco de France ce cycle de webinaires sur la relation commune-intercommunalité, comment elle se fait, comment elle se porte, etc. C'est l'un des thèmes sous-jacents à ce cycle de webinaires et qui fait écho ou qui prépare plus exactement la conférence d'Interco Outre-mer que l'association Interco Outre-mer organise au Sable d'Olonne au mois de juin prochain. Là, il y a toutes les informations sur le site d'Interco Outre-mer. Je ne peux que vous inviter à aller voir l'avant-programme qui est déjà en place. Et événement auquel, eh ben justement, l'association Interco de France aussi est présente, au moins par l'intervention de plusieurs membres de l'équipe, enfin, etc. Voilà. Donc, on a vraiment une coopération sur ce fil conducteur de la relation commune-communauté. Et j'arrête là. Moi, j'ai envie de demander, donc je vais laisser chacun se présenter très rapidement. Et, euh, et j'aimerais bien, surtout, Président, que après que vous soyez présenté, vous essayez de nous dire en un mot, qu'est-ce qu'on cherche derrière le mot gouvernance. Voilà, le mot gouvernance je disais en aparté, qui a 20 ans, on utilisait très peu. Enfin, moi, dans mon début de, entre guillemets, carrière, c'était pas un mot courant. Aujourd'hui, c'est presque devenu un mot valise. Mais moi, j'aimerais bien qu'on se dise, qu'est-ce que c'est ça, le mot gouvernance? Julie, présente-toi, si tu veux bien, à tout le monde, tes fonctions et nous raconte. Voilà. Oui, alors bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Julie Cotel et je travaille à Intercommunalité de France et plus précisément, j'occupe le poste de conseillère juridique. Voilà. Et je ferai une petite présentation, comme Philippe Schmitt l'a rappelé à l'instant, sur finalement les résultats d'enquête nationale que nous avons pu mener, euh, mais Voilà. peut-être après, très Eh ben certainement. non, on va ouvrir avec ça, mais on va y venir. Président, je vous laisse un peu nous raconter qui vous êtes. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Fabien Jourdan, je suis président de l'agglomération de Mulhouse, 280 000 habitants. Je suis maire d'une petite commune de 1200 habitants, ce qui n'est pas commun. Et je vous expliquerai du coup cette importance entre le couple commune-intercommunalité, comment le construire. Je suis également président départemental des maires du Haut-Rhin. Et voilà, j'ai beaucoup travaillé sur le fait intercommunal et comment faire accepter le fait intercommunal pour que l'intercommunalité, en fin de compte, soit un facilitateur de la vie municipale. Mais on reviendra sur ce sujet tout à l'heure. Et pour répondre à la question sur la gouvernance, en un mot, je dirais que c'est un préalable à la réussite et à l'ambition communale qu'il faut avoir. Un préalable à la réussite.
Très bien. Donc c'est pour C'est ça. dire on fait bien de commencer par ce mot-là, par ce thème-là dans notre cycle de webinaire. Alors, très bien. Je pense vraiment que c'est la base même. Ok, très bien, merci. Et je rappelle aussi, je souligne que vous êtes aussi le vice-président d'Interconférence, animateur de la commission institutions et pouvoirs locaux, ce qui vous donne un double titre national et local d'intervenir quand vous le voulez dans notre webinaire. D'accord. Maître Landau, Bonjour à toutes et à tous, je suis avocat. J'avais interrompu une partie de ma carrière dans les années 90, au lendemain de la loi de 92 et juste avant la loi de 99, pour travailler à l'Association des maires de France sur les questions d'intercommunalité. Puis je suis revenu à ce qui était mon métier d'origine et le monde de l'avocature, et on travaille beaucoup en matière d'intercommunalité. avec, on Merci. doit le dire, avec, on doit le dire, une assez bonne connaissance aussi des collectivités en Outre-mer. On C'est ce fait qui a 20% de notre activité outre-mer. J'y suis beaucoup avec une relation affective qui s'est développée au fil des décennies. très bien. Si vous en êtes d'accord, et vous-même, Eric, si vous aviez un mot à nous dire du pourquoi on parle de gouvernance, quelque chose, une sorte de euh, quel objectif on cherche à atteindre avec ces problématiques de gouvernance, d'une manière très prise de hauteur, hein, très générale. On a découvert, on a bâti au fil des décennies des communautés extrêmement variables en termes de degré d'intégration, d'équilibre dans les rapports avec les différentes villes et avec les territoires ruraux. Ces territoires ensuite ont tâtonné pour trouver leur propre équilibre et en général on finit par le trouver. Le droit est devenu relativement souple pour que le fonctionnement d'une communauté ne soit plus celui de sa voisine que celui du monde ultramarin, où on a des communes d'une certaine taille en général, ne soit pas le même que quand on est dans l'Hexagone, et dans l'Hexagone, ne soit pas le même quand on est autour d'une ville-centre qui se vit ou pas comme un château fort ouvert à sa périphérie, etc. Et la bonne nouvelle, c'est que en droit, on a la possibilité de faire un équilibre sur mesure que l'on peut tenter de faire intelligemment, et à chaque élection, les lignes bougent. Donc, Alors, pourquoi on en parle? Parce qu'on n'est plus sur un modèle unique qu'il suffit d'appliquer, mais sur quelque chose qui se construit de manière empirique en fonction des équilibres pour qu'on ait un accouchement de consensus. alors, on va Et retenir. les compétences sont suffisamment importantes aujourd'hui pour qu'on ne puisse plus être sur un accouchement de consensus dont on va péniblement accoucher en 10 ans de concertation. On est obligé d'avoir quelque chose qui fonctionne en même temps. Et de ce point de Alors, vue-là, le monde ultramarin a des spécificités à faire valoir. et alors, on va rentrer là-dessus. J'ai envie de noter le mot équilibre et on pourrait aussi noter le mot souplesse. Donc, gouvernance, si on reprend les propos de Fabien Jordan plus ceux d'Éric Landau, c'est un préalable pour la bonne gestion des équilibres dans une logique de souplesse adaptée à chacun. Voilà. Bon. Euh, Julie, c'est à toi pour nous présenter, c'est une mise en bouche, voilà. On va décrire un peu tout ce que tu vas, non, ne développe pas sur le sens juridique, enfin, etc., parce que le maître Landau va le faire, mais qu'est-ce qui nous remonte du terrain sur ces questions de gouvernance? Retour d'enquête. Oui, alors tout à fait. Ici, le parti pris, comme vient de vous l'indiquer Pichmit, c'est bien de vous présenter finalement les résultats d'enquête nationale dont on a pu être destinataire sur les dispositifs de gouvernance qui permettent d'associer davantage finalement les communes à la construction de la politique et de la décision au niveau de l'intercommunalité. On constate finalement qu'il y a eu un renforcement, ou finalement un cadre juridique un peu plus qui a été fixé notamment par la loi Engagement et Proximité de 2019 qui a peut-être consacré dans la loi d'ailleurs des dispositifs qui avaient déjà été mis en place spontanément par de nombreuses intercommunalités. Et donc l'idée aujourd'hui, bah, c'est de vous faire une remontée de pratiques que nous avons pu constater au niveau, mis en place par les intercommunalités, pardon, au niveau des territoires et de vous les présenter. Les résultats des enquêtes qui vous seront présentées ici sont issus en fait de deux enquêtes. La première, c'est une enquête que nous avons menée l'année dernière
qui portait sur finalement le bilan des irritants, euh, des, enfin, le bilan des lois qui ont été présentées en tout cas comme répondant aux irritants du bloc local, qui ont été réalisées et menées l'année dernière, donc en 2024, pardon. Et on a eu 147 intercommunalités répondantes à cette enquête, de tout statut juridique d'ailleurs, donc c'est un panel assez large. Il y a une autre enquête aussi à la fin, vous le verrez, qui a été menée cette fois-ci auprès des présidents en 2023. Et on a eu cette fois-ci, c'est pour la transparence, 167 répondants. Donc, s'agissant premièrement de la présentation générale des dispositifs de gouvernance obligatoires et facultatifs, euh, je vais insister sur les trois principaux qui ont été mis en place par la loi engagement et proximité. Le premier, c'est la création d'une conférence des maires lorsque le bureau ne comprend pas l'ensemble des maires. Le deuxième dispositif, c'est celui de la tenue d'un débat sur l'opportunité finalement d'adopter un pacte de gouvernance. Et le troisième élément sur lequel je souhaite insister, qui vous est présenté, c'est l'information obligatoire des conseillers municipaux qui ne sont pas conseillers communautaires. Ce sont trois nouvelles obligations qui ont été mises en place par la loi engagement et proximité en 2019 et elles ont toutes pour ambition, en tout cas, finalement d'associer davantage les communes à la construction du fait intercommunal. Pardon. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que pour les deux premières nouvelles obligations, donc à savoir la création d'une conférence des maires lorsque tous les maires ne sont pas au bureau et l'obligation, en tout cas, de délibérer sur l'opportunité d'adopter un pacte de gouvernance, toutes les intercommunalités répondantes se sont conformées à ces deux nouvelles obligations. Et pour ce qui est de l'information des conseillers municipaux, on constate que 89% des intercommunalités répondantes se conformaient également à cette obligation. Donc, on voit que dans la pratique, les intercommunalités ont respecté ces nouvelles obligations. Ensuite, Est-ce qu'on peut pas au-delà dire des nouvelles d'une obligations manière qui ont été appliquées, générale, pardon Julie de te couper, mais est-ce qu'on peut pas dire d'une manière oui, générale oui, qu'en je vous en général, prie. les élus sont plutôt euh, on va dire, respectueux de la loi et ils font ce que la loi exige, quoi. Donc quand c'est obligatoire, ça se fait. Voilà. Oui, Si, bien sûr. Et ce qui ne se voit pas aussi dans ce graphique et dans ces données chiffrées, c'est que en réalité, il y avait déjà beaucoup d'intercommunalités qui, comme je l'indiquais au début, spontanément avaient mis en place finalement des outils ou des dispositifs euh, qui permettaient déjà d'associer les communes. Et donc, de nombreuses hypothèses, finalement, donc, il y a eu ce cadre juridique qui s'est imposé à elles, mais il y avait déjà enfin, un, un existant au sein de l'intercommunalité qui permettait finalement de faciliter éventuellement la mise en place de ces nouvelles obligations. Éventuellement, le retour qu'on pourrait avoir, c'est sur l'information des conseillers municipaux, où là, il a été plus difficile de le mettre en place pour de nombreuses intercommunalités, notamment celles avec enfin, moins de moyens humains et financiers et matériels, parce que finalement, ça faisait énormément de documentation à transmettre, et donc une charge assez lourde et supplémentaire sur les services intercommunaux qui a pesé. Ok, merci encore. Ok, pas de problème. voilà. Alors, les bruits qu'on vient d'entendre, ce sont, pardon Julie, d'être Oui. coupés, hein. C'est l'arrivée du maire Claude Plénette, le maire de Rémire-Montjoly, qui, voilà. Donc, on vous accueille, hein, Monsieur Plénette, et on laisse Julie Cotel d'Intercôte France continuer. Voilà. Merci, merci. Est-ce que j'ai eu un peu de difficulté avec la connexion? Voilà, on a bien compris, pas de Voilà. problème. On Merci laisse encore. Julie. Pardon, Julie, à Ok. toi. Il n'y a pas de problème. Donc pour la suite, et notamment donc pour les dispositifs de gouvernance qui sont cette fois-ci non plus obligatoires, mais laissés au choix et à l'appréciation des élus. Donc c'est la slide suivante. Hop, merci. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que ceux qui sont majoritairement mis en place par les intercommunalités sont ceux qui sont destinés à renforcer l'association des communes membres au sein de l'intercommunalité. On constate notamment parce qu'on voit que parmi les intercommunalités répondantes, 78% ont décidé de mettre en place une conférence des maires, quand bien même celle-ci est facultative. On le constate également avec les commissions spécialisées qui vont associer des maires, mais aussi le remplacement des maires par un conseiller municipal dans les commissions thématiques au niveau de l'intercommunalité, ou encore la suppléance des maires dans les commissions par le suppléant du maire, mais donc on a une participation, mais sans vote à la commission.
Donc, c'est assez intéressant de voir qu'il est que parmi les différents dispositifs facultatifs qui sont choisis par les intercommunalités et ceux sur lesquels elles souhaitent davantage mettre l'accent sont ceux qui ont vocation à associer davantage les communes membres à la gouvernance de l'intercommunalité. On reviendra Ensuite, sur tous ces points plus en détail, bien sûr, avec notamment Maître Landau et les réactions de Fabien Jordan, hein. alors c'était notre choix que d'insister sur le pacte de gouvernance, donc, qui est, enfin, ce n'est pas véritablement une obligation que de le mettre en place depuis la loi engagement et proximité. La seule obligation, mais Maître Landau reviendra certainement dessus, c'est de délibérer sur l'opportunité ou non de l'adopter. Par contre, le retour que l'on peut en faire, en tout cas de ce qu'on constate dans la pratique, c'est que pour 80% des intercommunalités qui nous ont répondu l'année dernière, euh, la réflexion d'adopter ou non un pacte de gouvernance a abouti pour 80% d'entre elles, pardon, à l'adoption d'un pacte de gouvernance. Donc c'était vraiment un mouvement qui a permis ensuite de véritablement se poser la question de l'opportunité d'adopter un tel pacte. Et nous avons également des données, des remontées sur le contenu de ces pactes qui est finalement laissé librement à l'appréciation des élus intercommunaux et communaux. Mais on constate finalement deux principaux axes sur le contenu de ces pactes. Le premier, ça va être finalement des éléments qui pourraient plus ou moins se retrouver dans un règlement intérieur de fonctionnement des instances intercommunales. Ça va être le cas, on le constate, parce que pour 23% des répondants, le pacte de gouvernance, pardon, avait pour objet de se prononcer sur le rôle attribué à chaque instance ou groupe de travail au sein de l'intercommunalité, mais également sur les modalités de travail avec les communes membres ou encore des éléments qui sont issus du règlement intérieur. Second axe que l'on observe sur le contenu du pacte de gouvernance, c'est tout ce qui va être attrait finalement aux valeurs que les élus vont vouloir porter pendant le mandat, pendant la mandature. C'est indiqué donc, sur le graphique que l'on vous présente. Vous voyez que pour 13% des intercommunalités répondantes, pardon, le pacte de gouvernance avait pour objet de définir des valeurs que les élus souhaitaient porter durant leur mandat, ou encore de définir des principes généraux des principes généraux, pardon, du travail des élus en intercommunalité. Ça, c'était pour une présentation, on va dire, assez générale des différents dispositifs de gouvernance, tant obligatoires que facultatifs. On constate, comme tout l'objet de ce webinaire, c'est de parler de gouvernance, que certains dispositifs ont davantage vocation à associer les maires au sein de la construction de la politique de l'intercommunalité. On le constate notamment avec la conférence des maires, mais aussi des commissions spécialisées qui vont associer les maires. S'agissant de la conférence des maires, elle est véritablement appréhendée par les élus comme un lieu d'échange avec les communes membres. Elle a été rendue obligatoire donc, par la loi engagement et proximité en 2019, quand même spontanément, il y avait déjà des initiatives intercommunales qui étaient portées par des intercommunalités avant ce cadre juridique. Et il est perçu pour donc, quasiment un tiers des répondants comme un lieu qui est destiné à débattre autour des projets communautaires à venir. Pour environ un quart des répondants, la conférence des maires, pardon, a vocation à informer les maires des travaux ou des grands projets communautaires. Et pour à peu près 15% des intercommunalités répondantes, 15% oui, la conférence des maires pardon, a pour objet de débattre sur les décisions à adopter prochainement ou de permettre aux maires de changer sur des sujets communaux. Alors, évidemment, on reviendra, hein, Donc, sur tous ces sujets, hein, c'est l'objet des affaires. Donc, vas-y, finir rapidement, qu'on voit. Ça nous donne vraiment une ambiance assez générale. On voit ce qui est vraiment un peu mobilisé comme outil, ce qui l'est moins, là où les communes et les intercos sont présentes. Enfin, voilà. mhm. Donc, ce n'est pas un graphique que j'ai incorporé dans la présentation pour ne pas l'alourdir davantage, mais on peut avoir d'autres retours et qui sont là aussi très intéressants pour vous, enfin, en tout cas qui sont aussi issus de cette enquête. C'est que la conférence des maires, elle est principalement un lieu d'échange avec les communes membres, c'est ce qu'on constate, et que pour 36% des intercommunalités qui ont répondu à notre enquête, elle facilite le dialogue et le partage d'objectifs communs
ou alors contribuer à une plus grande connaissance des problématiques de chacun. Et ce qui est aussi intéressant de relever, c'est qu'elle ne constitue un réel lieu de décision que dans moins de 20% des cas. Donc on constate véritablement que c'est un outil de discussion et d'association des maires, mais moins un outil véritablement de décision. S'agissant des commissions spécialisées donc, qui associent les maires, pour plus d'un tiers des répondants, les maires donc, continuent de participer aux commissions spécialisées qui les associent, quand bien même, au moment de l'enquête, pardon, plus de la moitié de la mandature avait été écoulée. Donc finalement, il y a toujours la volonté des maires donc, d'être associés aux travaux de l'intercommunalité. Et pour finir rapidement la présentation et ne pas empiéter sur le temps de parole de Maître Landau, je voulais terminer donc la présentation de nos résultats d'enquête sur les modalités d'implication des conseillers municipaux. Et on constate, donc là c'était une enquête de 2023, donc au milieu de la mandature 2026, mais que pour près de 90% des intercommunalités qui ont répondu, celles-ci avaient ouvert les commissions aux conseillers municipaux, avec différents objectifs d'ailleurs poursuivis par les intercommunalités à ce moment-là. Pour quasiment 80% d'entre elles, c'était de favoriser donc, le partage d'objectifs communs pour le territoire ou de favoriser la participation d'élus intéressés et compétents sur le sujet, mais surtout, et donc pour 65% d'entre elles, pardon, d'améliorer la communication avec les communes. Donc toujours cette volonté d'associer les communes à la gouvernance et à la construction de la politique intercommunale. Voilà. Merci beaucoup, Julie, de ce retour de terrain, si je puis dire, d'expérience à travers cette enquête nationale. Ben, c'est une excellente introduction parce qu'il y a plein de mots qui ont été utilisés, plein de notions juridiques entre ce qui est obligatoire, ce qui est facultatif, comment on rassemble les maires, comment on rassemble les conseillers municipaux, les enjeux, enfin voilà. Donc une excellente introduction sur laquelle je propose que rebondisse Éric Landau. Comme ça, il va dresser un panorama juridique de tous les outils que Julie a à peine évoqués. Voilà. Et j'invite à la fois Claude Plénette, mais je ne vois pas Claude Plénette, sa caméra visiblement est fermée, mais bon, je crois qu'il nous entend. Je, J'invite Claude Plénette et Fabien Jordan, pardon, j'ai du mal, à réagir. Éric Landau nous dit bien qu'on a le droit de l'interrompre. Voilà. Et il vous revient en tant qu'élu, en tant que politique, avant bien sûr que vous ayez le temps de parler plus en avant de vos expériences et notamment celle de Mulhouse. Il vous revient à tous les deux d'aider à réagir un peu aux propos, au fil de l'eau, un peu aux propos d'Éric Landau pour voir quel sens on donne à tout ça. Quels sont les... Éric Landau, il va camper le droit. Et vous, il vous revient de voir un peu et dans la pratique. Alors, est-ce que ça se fait bien, c'est facile, et pourquoi et comment, etc. On essaye d'articuler l'information et la réflexion. Je dis, Éric Landau, c'est à vous. Voilà. Merci beaucoup et bonjour à ceux que je n'ai pas déjà salués. Et oui, il faut absolument me couper la parole, sinon vous allez mourir d'ennui, ça va être terrible. Donc je passe rapidement donc, sur mon support qui sera, je suppose, en téléchargement. Oui, Euh, bien sûr, on va, et pardon Eric, j'en profite, que ce soit celui de Julie ou le vôtre, bien sûr, ils vont être transmis il va y avoir un mail un peu aux participants avec l'ensemble des ressources autour de cette question-là. Donc, en effet, Est-ce que vous le voyez bien, mon support, ou est-ce que on le- vous n'en voyez qu'une fraction? non, on le voit bien, mais il faudrait le mettre plus en pleine page parce qu'en fait, on le voit de manière inutile. Voilà, il serait mieux comme ça. Si c'est... Parfait. Merci. Alors, euh, bon, j'évoquais tout à l'heure, quand on a fait le premier tour de table, le fait que la gouvernance est évidemment extrêmement différente d'un territoire à l'autre, et que c'est vrai dans l'Hexagone, c'est encore plus vrai dans les mondes ultramarins, puisqu'on a des situations qui sont extrêmement différentes et des communautés qui comprennent en général beaucoup moins de communes, des communes plus peuplées, et qui se retrouvent donc avec des problématiques pour partie spécifiques. Et donc, les outils sont à bien fin détail près les mêmes. La manière de jouer avec peut être différente.
Un mot d'abord, avant que d'aborder les questions juridiques, j'ai repris des cartes issues d'un document de 2020 qui déjà avait été fait par un TCF, donc l'ancêtre d'Intercommunauté de France, la DGCF et Interco Outre-mer, trois structures dont on ne dira jamais assez de bien, et sur des cartes qui, à ma connaissance, n'ont pas évolué depuis. Donc, vous voyez ici la Guadeloupe, les îles de la Guadeloupe, la Martinique, Guyane, Mayotte et la Réunion. De ce point de vue-là, quelles sont les réactions de base du praticien? Il était évoqué tout à l'heure qu'on avait beaucoup travaillé outre-mer. On a été avocat à un moment donné ou à un autre de plus des deux tiers ou trois quarts des communautés que je viens de présenter, et on l'est encore aujourd'hui de pourcentage important. On a quand même, première remarque de base qui va surprendre absolument personne, c'est que dans la plupart de ces territoires et départements d'outre-mer, mais on va se focaliser sur les départements aujourd'hui, on a des communes qui sont grandes. La plus petite commune de Martinique, Saint-Esprit, c'est 3500 habitants. La même chose en Lozère, ça serait une métropole. Bon. Certes, on a des spécificités, on a des petites communes avec des problématiques spécifiques et des territoires immenses sur le Yapoc, le Maroni, voire au centre Saül. Enfin, bon, voilà, oui, Sillaos, c'est une commune atypique et isolée au sein de la Civis à La Réunion. On a quelques petites, entre guillemets, communes en Guadeloupe, mais enfin, c'est quand même pas légion. Ça veut dire que, par exemple, quand on va travailler sur de la mutualisation ou de la gouvernance, dans l'Hexagone, presque toujours, on a à gérer l'immense abondance des relations avec les communes rurales, le fait qu'on a beaucoup de communes qui sont représentées par un seul représentant, ce qui veut dire que pour les commissions, on n'aura pas toujours le maire, on aura des gens qui ne sont pas élus communautaires dans les commissions pour pouvoir faire, mais dans ce cas-là, avec d'autres liens à faire. Ça veut dire que quand on va travailler sur de la mutualisation, il y a un immense besoin technique des communes rurales, mais qui n'est pas toujours perçu, pour lequel il y a besoin de désamorcer un peu une crainte de la communauté, surtout si elle incarne la ville-centre, mais on est sur des problématiques qui sont dépassées dans la plupart des territoires. Quand on est à Cap Excellence, quand on est à Grand Sud Caraïbes, quand on est à la Cyreste ou à Sinor ou que sais-je encore, ou à la Cassem, comme ça j'ai cité à peu près tous les territoires. On n'a pas la même relation avec la ville-centre. On a une pertinence technique, on a une pertinence dès qu'il va s'agir d'habitat, de déplacement. On a parfois une pertinence aussi pour récupérer des services pour lesquels on veut protéger le maire des demandes importantes de recrutements sociaux. Qui sont des problématiques que l'on n'a pas du tout de la même manière ailleurs, sauf dans des territoires en grande précarité financière et économique et sociale dans l'Hexagone. Je retrouve ces genres la problématique de dire cette compétence, je vais l'intercommunaliser pour protéger le maire des demandes sociales. C'est des choses que j'ai retrouvées beaucoup outre-mer et que j'ai retrouvées dans le Hainaut français, par exemple, pour ne citer aucune des communautés de ce territoire. Mais du coup, la problématique des commissions, de comment éviter que la commission, je ne sais pas moi, travaux, ruralité ne fasse pas 150 personnes, sont des problématiques que l'on n'a pas évidemment dans le monde ultramarin. Donc des différences de ce point de vue-là qui sont assez considérables. Alors on pourrait se dire, et j'ai souvent entendu dire dans un premier temps, et beaucoup moins maintenant, oui, mais du coup l'intercommunalité, en réalité, en raison de la taille de ces communes, n'a pas de justification outre-mer parce qu'on est coincé entre le département et la région quand on est en Guadeloupe ou la Réunion, ou la collectivité unique quand on est en Martinique ou en Guyane, ou avec un régime un peu différent à Mayotte. Du coup, il n'y a pas de légitimité. Oui, mais ce qui est évidemment une fragilité, c'est qu'on a des périmètres coincés entre grandes communes et les structures à l'échelle du DOM, mais
En réalité, ces périmètres sont très très logiques. Alors vous allez me dire, je suis pas encore sur la gouvernance. Je vous promets que je vais y venir parce qu'il y a un lien très fort à mon avis. Prenez par exemple que les Marie-Galantais qui ont en ce qu'on appelle là-bas une double insularité soient dans leur coin alors que la Désirade et les Saintes sont regroupées dans leur communauté est perçue comme assez logique pour des raisons y compris portuaires dans le cas par exemple des Saintes. Oui, Cap Excellence a eu quelques difficultés à trouver un périmètre logique avec la question de l'intégration ou pas de Bemao puisque sur le territoire de Bemao vous avez la zone d'activité de Jarry, des trajets de domicile-travail importants, mais des trajets de domicile-travail énormes aussi avec la CNBT et le Grand Sud Caraïbes. Mais bon, globalement, la CAR retrouve un territoire qui est un territoire avec beaucoup de tourisme, par exemple. Mais on a des choses qui sont assez logiques et qui correspondent aux compétences données, qui font que c'est des territoires où j'entends beaucoup moins souvent interroger la pertinence de l'existence de la communauté, mais je continue à avoir des territoires où on me dit l'équilibre n'est pas le même. Quand vous êtes à Grand Sud Caraïbes ou au Nord Basse-Terre, vous avez quand même un nombre de communes relativement important, surtout pour Grand Sud Caraïbes. Quand vous êtes à Cap Excellence, vous êtes sur un club de quelques élus importants, par exemple. Quand vous êtes en Martinique, on est sur des périmètres qui peuvent sembler très logiques, qui ont des unités, notamment la CACEM sur le centre urbain, l'espace sud sur des questions notamment de tourisme. Hein, vous avez beaucoup de tourisme tant à l'est qu'à l'ouest, mais qui cassent un peu la logique habituelle martiniquaise de distinguer la partie caraïbe de la partie atlantique, qui est le grand classique. Sur la Guyane, là aussi, on est sur des choses relativement logiques avec des distances absolument énormes, mais d'un côté, on a une économie et un habitat qui ont toujours été en gros le long du Maroni, y compris celle jusqu'à donc Saint-Laurent et Mana. D'autre côté, vous avez le monde de l'Oyapock qui est vraiment un monde à part, le centre littoral. J'ai souvent entendu dire ah le centre littoral pourrait prendre Kourou et les savanes. Oui, mais on est sur des distances et des territoires vraiment importants quand on est sur place. J'ai plutôt entendu dire en métropole que sur place, disons ça. Et là, Eric, pardon, restons sur la Guyane parce que ça y est, enfin, on voit que le maire Oui, Denis Montjoly est sorti de ses difficultés techniques. Bonjour, monsieur le maire. Et simplement, une petite réaction là, peut-être sur les remarques sur les périmètres interco de Guyane, là, en 2 minutes. Euh, Oui, oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Et je vous prie d'excuser mon retard parce que j'ai eu un souci technique, hein. Déjà là, c'est parce que j'ai changé d'ordinateur et je n'avais pas forcément la maîtrise de celui-là. Oui, donc j'ai pris un petit peu cette conférence en cours. Mais effectivement, on voit bien sur l'immensité même de la Guyane, les intercos ne sont pas forcément les mêmes et n'ont pas fait les mêmes choix en termes de compétences. Et ce n'est pas non plus les mêmes problématiques. Donc, on a l'impression que chaque territoire a une problématique propre. Alors, c'est vrai que ça a été évoqué par rapport aussi à la gouvernance, hein, et on le constate au niveau de la CACL, donc le PCI du centre littoral, où voilà, on a dont vous êtes vice-président également. oui, Voilà. oui, vice-président. On a 6 communes qui n'ont pas forcément le même poids. Mais ça, on l'observe hein, jusqu'à maintenant au niveau national, c'est pareil. Euh, Par contre, on n'en a pas fait un outil politique. Et c'est ça aussi l'avantage de l'EPCI comparativement aux régions, aux départements ou aux collectivités territoriales comme en Guyane ou en Martinique. Ce n'est pas un outil politique. Eh C'est-à-dire ben, que... on reviendra, vous gardez bien cette notion Tout à en fait. tête, à la fois M. Plénet et M. Jordan, parce que je crois que c'est au cœur du truc. Voilà, Tout c'est au à cœur fait. du truc. Mais pour c'est rester. très important ce qui vient d'être dit parce que quand on est dans l'Hexagone, il est assez habituel d'avoir les deux, trois poids lourds du territoire qui sont obligés de cohabiter et qui finalement trouvent un équilibre. Et on est bien content d'avoir un président d'une couleur politique pour aller voir la région, un vice-président d'une autre couleur politique pour aller voir le département, etc. Mais cet équilibre se fait assez différemment outre-mer, où effectivement, euh, comment dire,
on a des communes qui sont grandes, des territoires politiques qui sont peut-être un peu plus en vase clos. Et donc, même quand on a une commune qui est grosse avec des communes plus petites à côté, on a quand même en général dans beaucoup de territoires, notamment sur les capitales de ces différents DOM, on a très souvent un ou deux élus qui sont importants. Donc, soit ils se font la guerre, mais dans un territoire tout petit, soit l'interco devient au contraire le moment où bah, force est de bosser quand même ensemble et de trouver un accord, aucun ne pouvant écraser totalement l'autre, sinon c'est la guerre. Et je crois avoir vu beaucoup de ces accords-là intelligents outre-mer avec des équilibres nécessairement différents, euh, parce qu'on a un peu moins le phénomène de la grosse ville-centre et ensuite la périphérie qui est tout de suite plus petite. Merci Eric. Vous, Président Jordan, moi, je n'ai pas besoin de vous donner la parole hein, sur ces sujets-là, toute dimension positive. Vous êtes libre d'intervenir aussi. Hein. Ne vous inquiétez pas, j'interviendrai. Eh J'ai bien, que pour très bien. l'instant Alors, on va le Madame laisser la Présidente. continuer alors. Très bien, merci. Bon, là, sur Mayotte, je serais beaucoup moins bavard parce que je connais beaucoup moins. J'y ai beaucoup moins travaillé sur les questions de gouvernance. J'ai travaillé assez souvent, mais pas sur les questions de gouvernance. Donc, je vais vous dire des bêtises si je sors mes petites analyses. Et donc, les Et quant Mahorais à, dans la salle, n'hésitez pas aussi à prendre la parole plus tard pour compléter. Merci. mais vous serez tous beaucoup plus légitimes que moi pour parler de ces questions de vécu et de politique. Et, euh, pour le- la Réunion, alors on va rappeler pour l'histoire que la Civis à une époque avait un périmètre un peu différent, mais avait le port et la possession que TCO euh, a récupéré après une petite opération assez rigolote que j'ai entre guillemets bien connue. Et donc, mais en fait, il s'agissait de revenir aux quatre micro, ce qu'on appelait les micro-régions dans l'aménagement, qui correspondent vraiment à beaucoup d'éléments de la gestion. Donc on peut se dire, ah bah oui, tout va bien. Oui, mais il y a toujours cette vaste question de savoir si le sud, autour notamment de Saint-Pierre, et le sud autour du tampon n'ont pas vocation à faire demain une seule et même communauté. On va rappeler d'ailleurs que dans les départements français des Amériques, Guyane, Guadeloupe et Martinique, il y a toujours interdiction pour des raisons historiques de faire des communautés urbaines ou des métropoles, alors que la Réunion peut le faire par la suite d'une modification chélative obtenue subrepticement, et que, en terme, le point de savoir si la Civis et la Cassud ont vocation à avoir un destin commun ou pas est un vieux sujet qu'il suffit d'évoquer pour que tout le monde sur place reconnaisse in petto que c'est un sujet et officiellement en réunion publique se sentent obligés de lever les sourcils ou de froncer les sourcils plutôt sur ce sujet. Donc, vaste problème, mais on retrouve quand même les quatre micro-régions. Bon, donc voilà. Et j'évoquais ces questions de communauté urbaine et de métropole qui, alors bon, pour la Guyane, on est loin de toute manière des seuils de communauté urbaine et de métropole, donc là ça vous concerne moins. Mais pour la Guadeloupe et la Martinique, c'est d'abord une discrimination tout à fait choquante, qui était faite autrefois pour ne pas avoir des bastions indépendantistes ou PC, ce qui était déjà antidémocratique à l'époque et devient choquant particulièrement aujourd'hui, voilà, et qui pourrait conduire à être des paramètres de réflexion à terme. Maintenant, tout ceci, ces différences territoriales, ça se retrouve confronté au droit national et au fait qu'il y a très peu d'adaptations et de règles spécifiquement ultramarines pour la gouvernance intercommunale. Mais ça tombe bien, puisque le droit national est quand même devenu relativement souple, à peu près modulable. Donc, du coup, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être faites sur mesure. Mais ça a déjà été évoqué tout à l'heure rapidement par l'Intercommunalité de France. Mais je vais essayer de passer rapidement. On va rappeler évidemment qu'on a un président, qu'on peut avoir des vice-présidents avec un plafond de 15 plus quelques élus, plafond qui peut monter à 20 en métropole, mais là pour le coup ça ne s'applique pas. Bref, des choses que l'on connaît. On va parfois avoir des territoires qui auront leur conseil communautaire, bien sûr, mais est-ce que je prends un président plus les VP, plus d'autres élus qui vont faire un bureau, est-ce que ce bureau va être
un bureau qui est un lieu de concertation, comme dans un très grand nombre de territoires, et quasiment tous ceux que je connais dans le monde ultramarin, ou est-ce que je fais faire un bureau qui réellement est un vrai organe à qui je délègue des compétences, dans le cadre de l'article 52.11.10 de CGCT, des compétences très importantes aux besoins, euh, au point qu'il va fonctionner un peu comme une commission permanente de département ou de région. Dans le monde ultramarin, je connais très peu de structures où le bureau est réellement un organe décisoire qui prend des délibérations, au contraire de beaucoup de territoires que je connais dans l'Hexagone, mais c'est logique. Quand vous êtes dans l'Hexagone, dans des territoires où il faut 2 heures pour aller du nord au sud et de l'est à l'ouest, il est assez légitime que le conseil communautaire ne se réunisse que 4 fois par an et que le travail se fasse essentiellement par un tandem entre un bureau à qui on donne des vraies compétences délibératives et des commissions. Quand vous êtes sur des territoires avec 5, 6 ou 7 communes, on peut se dire que finalement, il est logique que j'ai un bureau qui soit un lieu d'accouchement de consensus entre grands élus, mais que tout passe en conseil communautaire. Sauf que c'est peut-être parfois faire fi des difficultés de transport ultramarine dans le monde ultramarin, qui font que la tenue de conseil communautaire est compliquée. Je veux dire, si vous faites une réunion je sais pas moi, à Maripasoula pour la CCOG, c'est un avion réservé spécifiquement, comme en général c'est le cas, ou sinon c'est 2-3 jours de pirogue. Quand vous descendez de Sillaos pour aller à Saint-Pierre, pour peu qu'il pleuve, vous en avez pour 2 heures, 2 heures et demie, et on retrouve des difficultés qui sont en réalité celles de l'outre-mer. Bon, et sur Grand Sud Caraïbes, vous avez des distances qui peuvent être pas mal, sans même parler des habitants des Saintes. Donc, de ce point de vue-là, on a outre-mer très souvent un bureau qui est un lieu d'accouchement de consensus, mais on se réunit assez souvent en conseil communautaire. Euh, on met toujours ceci sur le compte du fait que on n'a pas les mêmes distances que dans celles des plus grandes des communautés hexagonales où le bureau est devenu un organe qui se réunit souvent et le conseil communautaire moins souvent. Mais pour certains territoires ultramarins, la question se pose et la bascule éventuellement vers un bureau qui se réunirait plus souvent avec un vrai pouvoir délibérant est une question qui se pose. Mais il me semble voir dans certains territoires des évolutions dans le sens d'un bureau de plus en plus doté de vraies compétences délibératives. Remarque aussi, vous avez, cela a été évoqué d'ailleurs tout à l'heure, les commissions des maires on en parlera tout à l'heure, ça s'appelle aujourd'hui conférence des maires, qui sont obligatoires si tous les maires ne sont pas représentés au bureau, sauf que dans la plupart des territoires, des communautés ultramarines, les maires sont au bureau tous. On n'a pas la même problématique que quand on a 70 communes. Ceci dit, la question se pose parfois d'avoir des gestions délocalisées de compétences. Aujourd'hui, par exemple, pour citer la Guyane, aujourd'hui, par exemple, on va vers un non-transfert de l'eau et de l'assainissement dans les communautés de communes. C'est à peu près, la question de l'eau est en cours d'adoption. Mais pour certains territoires, il était envisagé d'avoir par des régies par territoire ou autre système en Guyane, donc sur l'Est ou sur la CCOG, d'avoir des gestions délocalisées. Ce qui s'était fait également pour le tourisme, quand vous avez des territoires très grands. Et donc, la possibilité de gérer, quand par exemple à Angoulême ou à Carcassonne, des compétences très grandes, je pense à la petite enfance pour Angoulême, avaient été transférées, ça avait été transféré avec un système d'assemblée par territoire qui gérait un certain nombre de compétences localement. Orléans a fait des choses qui ressemblent un peu à ça. Eh bien, des choses de ce type-là ont été faites, par exemple, pour le tourisme dans beaucoup de territoires où on avait bien une communauté avec un office de tourisme communautaire, mais des bureaux d'information touristique ou par convention avec des structurations locales assez spécifiques, adaptées au fait qu'on a des destinations touristiques très identifiées.
eh bien, la même chose est envisagée pour l'eau ou pour certaines compétences, notamment sociales. Et de ce point de vue-là, l'idée que ça ne soit pas juste une circonscription d'action administrative, mais qu'on ait des élus du coin qui décident d'un certain nombre de choses, est quelque chose qui, par zonage, avec une délégation de compétences qui peut se faire, par exemple, dans le cadre du droit des régies, avec un vrai pouvoir délibérant à ce moment-là, sont des choses qui peuvent être envisagées et qui peuvent être adaptées notamment aux territoires les plus grands ou isolés, ou quand il y a des différences, notamment de double insularité. Là, Eric, si je puis me permettre, est-ce qu'on peut demander, j'aimerais bien en un mot, hein, que ce soit Claude Plenet ou Fabien Jordan, nous disent s'ils ont des bureaux plutôt avec des compétences délibératives ou des bureaux plutôt uniquement, euh, comme a dit Eric Landau, un bureau d'accouchement du consensus, en disant moins de responsabilité, c'est le conseil qui fait. Juste, si vous permettez, hein, Maître Landau, juste, on voit ce qui se passe Bien sûr. chez nos deux élus qui sont là. Alors, Allez-y. moi, Oui. je serais intervenu à ce niveau-là, mais pas pour cette question-là, je vais y répondre après. Ouais. Moi, dans cet exemple de gouvernance, je me dis, où sont les élus municipaux? À quel moment ils interviennent dans le fait intercommunal et de quelle manière ils peuvent peser dans la décision intercommunale? De quelle manière, en fin de compte, ils se sentent impliqués dans la construction de l'intercommunalité? Alors ça, c'est un point, je pense que le juriste va aborder aussi. Et Euh, je peux peut-être en dire un mot eh bien, maintenant. bien sûr, Quand on est allez. sur des territoires qui sont assez grands, ça devient un enjeu majeur. Et la réponse juridique qui consiste à dire bah, il se retrouve en conseil communautaire est faite de foutaise. Pourquoi? Parce que en conseil communautaire, pour les communes les plus rurales, vous avez très peu de gens qui siègent. Là aussi, grande différence par rapport à l'application de ces mêmes règles pour quand on a une communauté ultramarine avec 5 ou 6 communes. Et donc, c'est vrai qu'on est obligé en réalité de retravailler le lien avec le conseiller municipal et même les principaux adjoints. De ce point de vue-là, au-delà des outils de communication interne, la plupart des communautés ont développé des réunions annuelles qui ont un petit côté grand-messe, mais qui peuvent être des moments de convivialité où les gens se parlent et où on ressent les retours. Deuxième chose, on a euh, beaucoup de communautés qui travaillent sur des commissions ouvertes aux conseillers municipaux. Et souvent, le conseil communautaire devient une jolie chambre d'enregistrement parce que c'est pas vrai. Quand on est à 100 personnes, on débat très peu. Mais, ou 70, comme dans beaucoup de communautés hexagonales. Mais quand on est sur ces grands territoires, l'élu se retrouve dans des commissions thématiques qui doivent, dans ces cas-là, être suffisamment en amont pour ne pas être des chambres d'enregistrement, mais réellement des lieux où on débat de plusieurs scénarios. Et quand on a fait ce travail-là, bah, c'est souvent là que que le bureau peut devenir un organe délibératif. Pourquoi? Bah, parce que le boulot, il s'est déjà fait finalement, et que le conseil communautaire apparaît. En revanche, quand la communauté est de petite taille, que tout le monde se retrouve au conseil communautaire, l'équilibre est très différent. Et dans ces cas-là, les élus arrivent en conseil communautaire combiné avec toutes les astuces que vous connaissez tous. Quand le conseil communautaire ne fait plus que 30 ou 40 personnes, bah, oui, il y a énormément de communautés où on continue à faire comme ce qu'on faisait beaucoup il y a 20 ans, c'est-à-dire que le conseil communautaire se réserve de quelques prudences juridiques sur ce point, il faut avoir délibéré, se réunissent en faisant le tour des communes, salle des fêtes après salle des fêtes, avec le pot de l'amitié à la fin et le propos du maire à titre d'invitation au début, ce qui est très bien, ce qui est très bien. Ça, parce qu'on est sur des territoires beaucoup plus petits, où le conseil communautaire ne fait que 30, 40 ou 50 personnes, du coup, il peut être mobile, c'est quelque chose que je vois assez systématiquement dans le monde ultramarin, où le conseil communautaire n'est pas forcément, par exemple, au siège de la CACL, même si ce siège est très bien. Voilà. Le micro est coupé. Juste, juste pour réagir par rapport à ça, effectivement, euh, avant d'arriver en plénière, on a d'abord les commissions qui donnent un avis.
Ensuite, après, il y a le bureau qui se réunit ou parfois même la conférence des maires où les avis sont pratiquement suivis à, allez, je vais dire à 99,9%. Et c'est pour cette raison, quand on arrive en plénière après, il n'y a pratiquement plus de débat, à part peut-être un ou deux élus qui souhaitent réagir juste pour exister, je vais le dire un peu comme je le pense. Mais n'empêche il n'y a pas de débat. Le débat a lieu en commission, au niveau du bureau ou en conférence des maires, et puis ensuite, après, c'est terminé. Après, une chose sur laquelle j'insiste et souvent et à chaque fois, je leur dis que les élus qui siègent vraiment au niveau des EPCI ne sont plus des conseillers municipaux, mais des conseillers communautaires. C'est-à-dire qu'on ne vient pas défendre à chaque fois sa commune. Voilà. Parce que souvent, on a tendance à dire, ben oui, mais moi je verse tant, donc je veux recevoir tant. Et c'est le piège où il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Et c'est souvent ce qui crée des tensions, des polémiques au niveau de l'Assemblée, c'est ça. C'est que souvent la commune, entre guillemets, la plus importante, pour ne pas dire la plus riche, mais la plus importante, a toujours tendance à penser qu'on fait plus pour les autres que pour elle-même. Alors qu'on est dans un principe de solidarité et on mutualise les moyens pour justement améliorer le territoire en question, mais pas seulement le territoire communal. Et souvent, Ouais, on a du mal à le faire comprendre aux élus municipaux qui ne siègent pas au niveau de l'Assemblée communautaire. mais je vais mettre les pieds dans le plat, monsieur le maire. Est-ce qu'on peut être maire, conseiller communautaire et, et être animé par un esprit communautaire qui serait plus important que l'esprit municipal qui nous a fait élire quand on est avec Là, les autres? La, Ça la vient. réponse est dans la question. On reste toujours quelque part maire, conseiller municipal. Et puis ensuite, après, on comprend l'intérêt du territoire. Donc, mais c'est vrai qu'on a d'abord la casquette de maire ou de conseiller municipal, mais n'empêche que il ne faut pas que ça prenne vraiment le dessus. Il faut qu'on arrive à trouver et, ça a été dit tout à l'heure, hein, c'est le consensus. C'est un lieu de débat, certes, mais où il faut le consensus. C'est évident et c'est normal. Par exemple, Je voudrais. je Oh, prends un pardon, exemple excusez-moi, très monsieur. simple. Vous n'allez pas comparer, par exemple, l'accès à l'eau sur une commune comme Rivière-Montjoly et une commune comme Monsigny-Négran où la problématique n'est pas la même. Et donc, c'est souvent compliqué, mais ça fonctionne, ça fonctionne. Malgré ces difficultés, ça fonctionne. Je voudrais, c'est très important ce qui vient d'être dit, je voudrais rebondir sur trois points. Le premier point, c'est que oui, petit à petit, les élus finissent par avoir une appréhension politique à l'échelle de l'intercommunalité, même si on reste le maire de sa commune, à force depuis 5 ans, 10 ans ou 15 ans, de penser au assainissement, aménagement, développement économique, culture, parfois social, à l'échelle communautaire. C'est lent, oui, mais ça vient. Et il y a toujours une identité forte qui est également celle de, 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 du monde ultramarin dont on vient. Je veux dire, euh, quand on est guyanais, quand on est guadeloupéen, quand on est martiniquais, etc., je pense vraiment que chacun défend sa chapelle comme partout, mais cette identité régionale est extrêmement forte et peut permettre aussi de compenser le, la vente de chapelle. Il y a un deuxième point que je voudrais signaler, c'est que les cadres territoriaux peuvent être plus ou moins politisés selon les pratiques propres à chaque région. Et de ce point de vue-là, il me semble qu'il y a des différences importantes dans les différents outre-mer sur le rôle du DG, le rôle du DIRCAB, ce ne sont pas les mêmes, la vie politique n'est pas la même, pas structurée de la même manière. Mais il y a au minimum une chose qui est commune, c'est que quand vous êtes cadre territorial à un niveau important dans le monde ultramarin, vous n'avez pas la même mobilité. Si vous n'êtes pas heureux à Mulhouse, et on ne sait pas comment on pourrait ne pas être heureux à Mulhouse, puisque c'est la plus belle des communautés, comme toutes les autres qui nous écoutent, Ouais. mais si on n'est pas content à Mulhouse, on peut aller à Colmar, on peut aller à Strasbourg, ou soyons fous, hors de l'Alsace. Quand vous n'êtes pas content en Guyane ou quand vous n'êtes pas content en Guadeloupe, et que si vous êtes un peu grillé, par exemple, parce que vous êtes politiquement grillé les ailes ou je sais pas quoi,
le déménagement, c'est pas tout à fait la même chose que de faire une heure de bagnole de plus. Vous changez d'espace. Et de ce point de vue-là, la structuration politique qui est très diverse se combine avec une fonction publique qui tourne en espace un peu plus restreint pour une grande partie d'entre elles. C'est un paramètre aussi qui conduit à un équilibre entre élus et cadres territoriaux qui est quand même un petit peu différent. Merci. Et puis, il y a un troisième paramètre, c'est que on a comment dire, l'obtention de financement, la recherche de financement est quelque chose d'important. Les difficultés économiques et sociales sont importantes, même si la situation de la Réunion n'est pas la situation de Mayotte. Bon, mais de ce point de vue-là, il y a donc face à la région et ou département ou à la collectivité unique, un rapport consistant à peser vis-à-vis de celle-ci qui est quand même un petit peu différent de celle des régions de l'Hexagone et qui conduit à politiquement se coordonner sur deux, trois trucs de manière un peu différente vis-à-vis de l'État. Est-ce que vous pourriez, alors, il s'avère on avait je sais, je voudrais vérifier auprès des organisateurs du webinaire, parce que je crois qu'il y avait pas mal de questions qui vous étaient adressées ou des réactions. Alors, est-ce qu'on en a, Cécile, des questions, réactions? Je crois que N'hésitez pas certains à voulaient lever prendre la la parole. main en bas de votre écran. À ce stade, je n'ai pas de main levée. Ah bon, alors, Il y avait des mains levées tout à l'heure, mais qui se il y sont avait des mains rebaissées levées tout à l'heure. Bon, eh ben, c'est très bien. Merci Eric, on peut avancer là pour avancer dans le petit PowerPoint. Alors, il y a le dernier point que je voulais évoquer aussi, c'est que quand vous êtes dans l'Hexagone, si vous êtes, je ne sais pas moi, autour de Chartres, vous avez une très petite couronne, et ensuite vous avez le monde rural. Si vous êtes à Dreux ou à Amiens ou ailleurs, vous avez souvent une première couronne, deuxième couronne assez différente. Mais quand vous allez partir de la conseil communautaire, vous aurez quand même un nombre très limité de communes qui auront une représentation de leurs oppositions, qui auront plus de 5 délégués, plus de 4 ou 5 délégués conduisant une représentation de l'opposition. Quand vous êtes dans la plupart des communautés ultramarines, vous avez un conseil communautaire qui a une taille fixée par le 5211.6 du CGCT et 5211.6.1 du CGCT, combiné avec un nombre limité de communes, qui fait que dans beaucoup de communautés, vous aurez, en tout cas celles qui sont un peu urbaines, c'est-à-dire ce que je dis est vrai pour la plupart, enfin est vrai pour toutes les communautés de la Réunion, s'il reste un peu à part, mais c'est très vrai pour beaucoup de communautés, par exemple guadeloupéennes et martiniquaises, où vous avez les communes qui viennent avec leurs oppositions. Il n'y a pas dans l'Hexagone, souvent, il y a deux, trois communes où il y a un siège à l'opposition, puis tout le reste, il y a un ou deux sièges, ou trois pour les autres communes plus petites, donc l'opposition n'est pas là. Là, dans les Outre-mer, là, vous avez beaucoup de communautés, ou même toutes les communautés, toutes les communes ont au moins un siège d'opposition, parce que chaque commune a au moins 5 sièges. Et donc, du coup, enfin, j'exagère, je sais pas, Grand Sud qui arrive, Nord-Grande-Terre, il n'y a pas, par exemple. Et il n'y a pas ça. Mais, enfin, moins. Mais du coup, vous vous retrouvez avec beaucoup de gens qui se retrouvent avec le dilemme habituel chez nous, dans l'Hexagone, sur uniquement certaines des communes, mais qui là devient généralisé, qui est des élus qui ont envie de critiquer leur maire, mais de jouer collectif, qui vont défendre leur commune, mais parfois taper sur leur maire qui sera le président ou le VP de la communauté. Et ce jeu un peu complexe, mais que toutes les communautés connaissent, se retrouve y compris avec des communes autres que la ville-centre ou que les principales villes outre-mer, et ça change pas mal la donne sur beaucoup de sujets. Quelques règles de majorité, quand on prend une communauté et qu'on regarde la gouvernance, ça c'est d'un point de vue organisationnel, mais ce que tout le monde a en tête, c'est qui peut bloquer, qui peut avoir la minorité de blocage de la commune la plus peuplée si on représente plus le quart de la population quand on va faire la majorité classique, moitié, deux tiers, moitié dans un quart. Qui, avec ses amis, peut bloquer la majorité qualifiée des deux tiers du conseil communautaire pour l'intérêt communautaire ou pour certaines parties de la dotation de solidarité communautaire, même si pour la dotation de solidarité communautaire, le droit a changé récemment.
etc., etc. Or, là, de ce point de vue-là, on a peu de gens qui peuvent bloquer quand vous avez une communauté avec 50 communes dans le Limousin. Euh, Là, vous vous retrouvez avec des pouvoirs de blocage importants quand vous avez une communauté avec juste 5 communes qui sont très peuplées. Euh, donc, ça veut dire, au moins au stade de l'intérêt communautaire, la majorité qualifiée des conseils municipaux. Donc, ça veut dire que, mis à part quand on a mis en œuvre les règles, les fusions forcées au lendemain des lois de 16 décembre 2010 et d'août 2015, eh bien, on se retrouve avec des territoires où l'accouchement de consensus, même entre des grands élus qui, en réalité, vont s'affronter au département, à la région ou à la collectivité unique, vont être là dans l'obligation quand même de trouver un accord en encore plus nettement, me semble-t-il, que dans la plupart des territoires de l'Hexagone. Parce qu'on est obligé chacun peut bloquer l'autre. Voilà. Pour le conseil communautaire, je vais rappeler les règles, mais alors là, pour le coup, bon, avant, on avait des possibilités d'accord sur mesure par des règles dans le 51, 6.1 et 6.1 du CGCT, qui étaient assez souples et qui permettaient de faire beaucoup d'accords sur mesure habiles. Le droit a beaucoup évolué d'une manière qui restreint les accords amiables. Bon, je vous ai mis, mais alors c'est juste pour le plaisir de téléchargement, l'article 11.6.1, mais là pour le coup, je vous l'ai mis juste pour pouvoir le plaisir de le dérouler, pour qu'on rappelle qu'il y a des règles avec un accord amiable, que cet accord amiable permet ensuite d'ajouter des habitants, des sièges quand on a les villes un peu plus peuplées qui ont beaucoup de sièges, et que cette répartition se fait selon ces modalités aujourd'hui et qu'il y a des règles particulières pour les métropoles et communautés urbaines qui ne concernent pas encore le monde ultramarin, même si légalement c'est possible à La Réunion, mais pas ailleurs, on l'a déjà évoqué, conduisant à des accords. Pourquoi? Pour s'assurer qu'on fait l'accouchement de consensus et qu'on trouve des accords, ou parfois pour blinder qu'on a une majorité de telle ou telle couleur politique, mais on ne le dit jamais comme ça. Euh, Autre remarque, j'en profite pour glisser que dans plus de la moitié des territoires que je connais, hexagone comme outre-mer, hein, il y a des erreurs dans les délégations données au bureau ou au président parce qu'on reprend la liste qui est celle du droit municipal. Manque de chance dans le 52-11-10, il y a des choses qu'on ne peut pas déléguer, même si on peut déléguer beaucoup plus de choses alors qu'on le peut en droit municipal, c'est la fixation de tarifs notamment. Donc, voilà, et qui se permet de donner plus ou moins de compétences au bureau selon les cas. Et on va rappeler que les règles de démission, de décès en cours de mandat d'un élu sont très complexes et ont été à la fois assouplies et complexifiées par la loi Gatel de 2023. Je vous ai mis un schéma, mais là, c'est juste pour le plaisir consistant à vous faire consommer des cachets d'aspirine. Donc, je passe rapidement. Donc, on a parlé du Si on a bureau. des questions, on revient vers vous hein, sur ce sujet-là. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais ce que je vois beaucoup dans beaucoup de territoires, dans le monde ultramarin comme dans l'Hexagone, c'est le fonctionnement classique. J'ai un conseil, j'ai un président, j'ai un bureau, ok, très bien, consistant à avoir des représentants des communes, y compris non élus communautaires, dans des commissions thématiques, voire avec des personnes qualifiées, zone par zone, parfois par des zonages techniques, c'est-à-dire qu'on va faire des commissions thématiques très techniques. Euh, alors vous allez me dire, on fait ça partout, y compris dans l'Hexagone. Oui, oui, bien sûr. Mais souvent, c'est pour le commerce, les marchés, les gens du voyage. Et parfois par zone géographique. J'évoquais tout à l'heure ce qui s'est fait un temps à Carcassonne ou à Angoulême, et dans bien d'autres endroits, j'ai cité Orléans. Mais euh, quand on a des territoires qui sont soit très grands, Guyane hors la presqu'île de Cayenne, soit
quand on va avoir des problématiques extrêmement spécifiques ou beaucoup de territoires de communes rurales, l'idée de fonctionner avec des commissions thématiques et ou géographiques peut avoir du sens. Et j'évoquerai des réflexions que j'ai connues. C'est par exemple, va très souvent travailler dans toutes les communautés sur la voirie, le développement économique, le social, l'habitat, etc. Oui, mais si je suis à La Réunion, j'ai des problématiques différentes si je suis dans les hauts, si je suis sur les mi-pentes ou si je suis sur le littoral. Eh bien, on a un certain nombre de communautés qui commencent à travailler en commission de manière transversale sur, par exemple, les problèmes des mi-pentes. Euh, pour avoir un autre axe de réflexion, et pas forcément avec les mêmes élus. Risque, bah, le risque, c'est que du coup, la commission, je ne sais pas, sur l'habitat, risque de ne pas avoir la même position qu'un groupe de travail, une commission qui va travailler sur les mi-pentes, mais en même temps, ça permet de travailler sur les spécificités territoriales. Je vais prendre un autre exemple. Dans le droit guyanais, sur les populations tant amérindiennes que bushinengue, il y a une structure qui existe et qui est à côté hein, de la collectivité de Guyane. Eh bien, certains territoires envisagent ou ont déjà en pratique mis en place des structures plus ou moins formelles de relations avec, par exemple, le monde bushinengue ou amérindien. Rien n'interdit juridiquement que ce soit en droit des comités consultatifs pour lesquels il y a un régime particulier et qui permet non pas de faire une instance qui risque de s'opposer à la communauté, mais au contraire une instance de dialogue puisqu'elle est moitié représentante de ces personnes et moitié élue, ce qui peut être moins clivant qu'un système ne représentant que un univers. Même si je parle là de sujets extrêmement complexes, j'en ai conscience. Euh, donc après, énormément de territoires se structurent différemment, y compris au stade des délégations. Je vais rappeler, mais ça a été dit tout à l'heure, que la conférence des maires est désormais obligatoire, sauf quand le bureau a tous les maires, mais là pour le coup, outre-mer, il y a souvent tous les maires qui sont dans l'interco, contrairement à ce qui se passe dans l'Hexagone quand on a beaucoup de communes et qu'il y a un maire qui ne veut plus siéger à l'interco. Le pacte de gouvernance, alors là c'est un rappel vraiment juridique de base. Mais c'est peut-être un moment pour faire une pause avant que je vous parle du pacte de gouvernance, non? Non, parce que c'est surtout Fabien Jordan qui va beaucoup en parler, parce que c'est un peu Ah, l'aboutissement de son travail sur Mulhouse. Et il veut justement ah bah il super. va nous aider après à mesurer bien la consistance que ça a. Donc au contraire, Eric, vous pouvez plutôt Bah, passer. j'en dis un mot juridiquement, mais assez vite, parce que, en clair, le pacte de gouvernance, comme souvent pour beaucoup de ces genres d'outils, vous avez la même chose avec les SPASER en commande publique, etc. C'est que vous avez des territoires qui le font juste parce qu'il faut le faire et c'est théorique, mais quand on commence à le faire pour de vrai, on se pose des questions et c'est super. Je dirais que pour un pacte de gouvernance, si on ne fait pas un pacte de gouvernance, le paradoxe, c'est que c'est parfois dans les territoires où les choses vont bien qu'il faut le faire. Je vais prendre une métaphore audacieuse. C'est parfois dans les couples qui vont bien qu'il faut parfois s'interroger sur son couple parce qu'on découvre que chacun des deux fait des efforts pour l'autre que l'autre n'a jamais demandé, ou ce genre de truc. Eh bien, dans des territoires où les choses vont bien, le pacte de gouvernance peut être pas mal du tout. Et j'ai connu un territoire que je ne citerai pas, où ils étaient persuadés de très bien s'entendre. Et puis finalement, quand on a travaillé sur le pacte de gouvernance, des choses ont été dites qui ont été vexatoires pendant 15 jours, mais qui ont aidé à ce que tout le mandat ensuite se passe bien, parce qu'on partait sur des bases où on avait extirpé des mini-échardes qui avaient l'air de rien du tout, mais qui en fait agaçaient tout le monde. Alors, je crois que c'est le moment pour moi de profiter de ça pour vous délivrer un message et donc à travers ça une question du président Archadi, le président de communauté de communes de Petite Terre de Mayotte qui vient à l'instant de partir parce qu'il doit prendre la barge pour rentrer, donc il vient de quitter la Mhm. dernière, mais il nous pose une question, il nous dit, nous on a deux communes, c'est en lien avec le pacte de gouvernance. Il dit, euh, en fait, ça donne un peu envie mécaniquement à deux, c'est peut-être pas si simple d'être à deux. Voilà. De mettre à deux des arrangements pour une sorte de gouvernance alternée. Un mandat c'est toi, un mandat c'est moi. Voilà. Or, sous réserve hein, de la vérification du juriste, mais ces idées de présidence tournante qui
était très présente au tout début de l'intercommunalité, n'a aucun fondement juridique. Et est-ce que ça peut trouver place ou comment on peut faire? Et est-ce qu'éventuellement c'est quelque chose qui peut se noter dans un pacte de gouvernance? Ou est-ce que c'est quelque chose, on est proche de l'interdiction juridique, si je puis dire? Bah, pour ce qui est de l'interdiction juridique, oui, le Conseil d'État l'a déjà dit dans un arrêt qui s'appelle Le Maire, en un seul mot. Donc ça, c'est clair. Est-ce que je peux mettre dans mon pacte de gouvernance une réflexion des communes disant que on va vouloir avoir une alternance à la tête de la communauté? Rien ne l'interdit tant qu'on ne donne pas l'impression qu'on en fait une règle de droit qui serait illégale. Si c'est juste un principe, voilà. Mais ce genre de promesse n'engage que ceux qui y croient. Donc, euh, je vais tenter de dire, première hypothèse, je fais un pacte de gouvernance où je dis qu'il faut que les deux territoires soient représentés et combiné avec le fait qu'on se souvient que chacune des deux communes peut du coup bloquer l'autre sur beaucoup de décisions, je donne une réalité politique à ce qui est un engagement politique et non pas juridique. Deuxième possibilité, je crée une structure pour gérer un certain nombre de compétences et comme ça, l'un gère l'un, l'autre gère l'autre et ça veut dire que s'il y a des coups de jarnac, on a une mesure des possibilités de rétorsion. Il y aurait une troisième possibilité, mais qui est un peu radicale pour ce territoire, c'est de passer dans la en commune-communauté qui est prévue par la loi Gatel, et je fais une commune nouvelle sans être obligé de revenir en interco parce que je récupère les compétences dans l'interco. Mais là, dans ces cas-là, on passe sur un mariage très intégré, au-delà sans doute de ce que Monsieur le maire en ce moment sur sa barge fait. Il ignore que je suis en train de le marier là. Non, Euh, non, mais on va mais on va lui raconter, on va lui raconter. J'aimerais que vous prêtiez attention, on est complètement dans le sujet aussi, hein, la question de Teddy Bernadotte, que je salue d'ailleurs. Mais je salue, bonjour, et la loi. qui est un interlocuteur important sur ce genre de sujet en Guadeloupe. Bon, eh Je le dis bien, très donc, bien. il est actif et présent et il nous dit dans le chat, la loi ne devrait-elle pas, c'est question à vous trois, hein, la loi ne devrait-elle pas rendre le pacte de gouvernance obligatoire et la loi engagement et proximité n'allait-elle pas dans ce sens? Sur le Juste, fait, elle est dans le sens ou pas, j'en dirai un mot tout à l'heure, mais si est-ce que la loi devra-t-elle le rendre obligatoire, la parole est aux élus. Eh bien alors, messieurs les élus, non, juste pour vous dire, vous savez, la définition du mariage, c'est régler à deux des problèmes qu'on n'aurait jamais eu seul. Vous voyez? Donc, quand on fait des mariages à 6, à 8, à 10, à 15, c'est toujours très compliqué. Après, concernant la gouvernance alternative ou tournante, comme on veut l'appeler, c'est vrai que c'est toujours très compliqué. Je prends l'exemple, par exemple, de la CACL, qui jusqu'à maintenant a toujours eu cette gouvernance qui tournait entre Rémière-Montjoly, Matoury et Cayenne. C'était les trois plus grosses communes. Bon. Euh, Aujourd'hui, on peut s'interroger à savoir pourquoi une petite commune ne pourrait pas avoir la présidence en question, parce que quelque part, c'est un petit peu le sentiment qui remonte. Après, les difficultés arrivent aussi quand on a goûté quelque part à la présidence, pour ne pas dire au pouvoir, mais en tout cas à la présidence, et qu'on fait valoir que ben, on a des projets qui sont en cours hein, et qu'on souhaiterait continuer à les réaliser. Et c'est pour cette raison, effectivement, que la loi pourrait intervenir à ce niveau-là pour couper court à toute ambition des uns et des autres dans l'intérêt général. Alors même que ça ne devrait pas, c'est pas la loi qui devrait permettre ça, mais n'empêche que ça pourrait régler un certain nombre de tensions au sein des EPCI. et donc vous rendriez, si vous étiez législateur, le pacte de gouvernance obligatoire? Oui, quelque part, oui. Parce que on sent bien que c'est vrai quand tout va bien, et ça a été évoqué par Maître Landau tout à l'heure, quand le couple va bien, on a toujours le sentiment qu'il n'y a pas de problème. Alors quand on gratte un peu, on se rend compte que c'est pas forcément le cas. Donc pourquoi pas ne pas rendre ce pacte obligatoire avec un certain nombre de critères? Pourquoi pas après mettre des textes un peu partout, des lois un peu partout, c'est pas forcément la solution, mais parfois, ça peut aider. Effectivement, ça peut rendre les choses beaucoup plus simples. Et, On et, a, on a bien la de votre possibilité, quand on se marie, d'avoir un contrat et de passer, pourquoi pas, devant le notaire.
Alors, pour moi, ça va être assez simple. Je dirais que la question qu'on doit se poser dans le fond, c'est quel est le sens de l'intercommunalité? Pourquoi je suis dans une intercommunalité? Est-ce que je viens de choisir d'y être? Et si oui, à quelles conditions? Avec quelles règles je mets en place avec mes voisins? En fin de compte, l'intercommunalité, c'est aussi une volonté du vivre ensemble. C'est d'apprendre à connaître son voisin, ses difficultés. Il est différent, c'est une petite commune, c'est une grande, c'est une métropole, il a un quartier prioritaire de la ville, et ce n'est plus rural. En fin de compte, on est tous différents. Et la richesse de l'intercommunalité, c'est justement d'apprendre à connaître l'autre pour développer le territoire ensemble. Je dis toujours que l'avenir des communes réside dans la réussite de l'intercommunalité à condition que cette dernière respecte l'identité de chacune d'entre elles. C'est assez facile à dire, mais tellement compliqué à faire. Et en fin de compte, ce pacte de gouvernance, il va nous obliger à réfléchir ensemble de quelle manière je veux gérer, je veux développer le territoire, faire exister ma commune aussi et mes élus, mais aussi dans un ensemble cohérent. Et vous verrez tout à l'heure que je vous explique un peu l'histoire, en fin de compte, de l'intercommunalité de Mulhouse, qui est assez particulière. Vous verrez que ce pacte de gouvernance est essentiel dans sa construction parce qu'il donne vraiment l'orientation politique, économique et de vivre ensemble sur l'ensemble du territoire. Et donc, à la question, la loi doit-il le rendre obligatoire? Vous diriez vous-même? Bien sûr, il doit commencer par ça. La construction de l'intercommunalité se construit à partir du territoire. Il faut arrêter de nous imposer trop de choses. Il faut laisser les territoires construire leurs compétences, faire de manière à ce qu'on ait quelque chose de cohérent, qui soit quelque chose de partagé. C'est éminemment compliqué, donc on donne un cadre, et à l'intérieur de ce cadre, on peut construire, en fin de compte, se vivre ensemble par ce pacte de gouvernance qui est en fin de compte la définition des valeurs que doit porter l'intercommunalité. Mais de toute façon, dans quelques minutes, vous allez pouvoir rentrer plus en détail sur ce pacte de gouvernance de Mulhouse. On va, et alors, maître, très rapidement, avant que vous finissiez, on va vous laisser un peu finir le déroulé pour qu'on puisse après aller justement un peu sur Mulhouse. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre de la loi, mince, quelle était la question? C'était loi proximité, je ne sais plus. Engagement de proximité? Oui, engagement de proximité, et de proximité, c'est ça. Qu'est-ce qui c'était? C'était obligatoire, pas obligatoire? Je me souviens plus. Alors, bah, il est obligatoire de l'envisager, mais pas de l'adopter. Lors d'une fusion, d'un renouvellement général des conseils municipaux ou lors d'une scission d'un EPCI, il y a obligation de le faire. Simplement, euh, il faut le faire. On est obligé d'en débattre, on n'est pas obligé d'adopter, contrairement à ce que voulait le Sénat, hein. On n'est pas obligatoire d'adopter un tel pacte. Et s'il doit être adopté, on a un délai de 9 mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux, la scission de communauté ou la fusion. Quand on est en fusion ou en scission, je pense que c'est assez logique. Et là, pour le coup, pour moi, ça devrait être obligatoire pour que les gens se posent quand même les bonnes questions de la même manière qu'on a imposé un rapport financier parce qu'on a découvert qu'il y a des gens qui étaient assez couillons pour envisager de se barrer de leur communauté ou au contraire d'en rejoindre d'une autre sans s'être même posé la question au niveau financier. Donc qu'il y ait un petit débat sur combien ça coûte ou combien ça rapporte, peut-être pas idiot. De la même manière que de se dire c'est quoi nos équilibres, c'est quoi notre envie de regarder, d'équilibrer ensemble. En revanche, euh, est-ce qu'il faut changer la loi? Ça, c'est évidemment aux élus d'en décider. Moi, ma réflexion sera de dire l'équipe qui a été trouvée, en tout cas, oblige à se poser la question, pas forcément y répondre. Donc, on pourrait se dire que c'est équilibré parce que ça permet de se poser la question, au minimum, ce qui est quand même l'essentiel. Sauf qu'on sait tous comment se passent certains conseils communautaires. C'est oh, encore un truc en plus, un rapport, un machin, des études. On va pas s'emmerder avec ça, mes chers collègues. Et les réseaux de dire bah oui, bien sûr, on va pas s'enquiquiner avec ça, tu as bien raison. Alors que celui qui dit ça est peut-être celui qui veut continuer à garder une gouvernance verticale, autoritaire avec deux, trois copains. Donc,
Alors que quand on Oui, rentre le dans le pacte de franc-parler gouvernance, on de sera obligé Maître de Landau, dépasser ce quoi. stade-là. Donc, est-ce qu'on se dit, bah, finalement, l'équilibre est le bon parce que le tout, c'est de se poser la question et non pas y répondre, ça devient l'autonomie de chaque territoire? Ou est-ce que c'est tellement facile de contourner ça qu'il vaut mieux s'obliger à rentrer dans le vif du sujet et à faire réellement un pacte comme le voulait le Sénat ou comme il l'évoquait ici, aussi bien par Teddy Bernadotte que par Claude Pénet ou Fabien Jordan? Je sais pas, je serais plutôt pour l'obligation, mais si on est sur l'obligation, alors dans ces cas-là, le délai de 9 mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux me semble erroné. Ok. Pourquoi? En tous les Parce cas, qu'en début de mandat, on a plein de trucs à faire et on a un tiers de nouveaux élus à chaque fois euh, qui vont mettre au moins un an à comprendre les équilibres des pouvoirs. Ils vont mettre au moins un an à comprendre que non, là, c'est pas parce qu'ils sont élus dans leur commune de 500 habitants qu'ils ont tous les pouvoirs, juste parce qu'ils ont un plus gros budget que ce à quoi ils étaient accoutumés. Parce que bah, il y a des choses qui sont super à leur échelle à eux et qui ne sont pas les mêmes choses qu'à l'échelle intercommunale. Et ça, franchement, alors, il y a des gens qui ont une culture territoriale, c'est le cas de, je sais pas, par exemple, de M. Plenet, qui, par ailleurs, a un parcours universitaire dans notre monde. Mais quand c'est pas le cas, euh, bah, il y a parfois besoin de 2 ans pour comprendre un peu, quoi. Donc, les 9 mois, c'est un peu court. C'est pour ça que je me permets d'intervenir là. Il serait quand même intéressant que dans le cadre de la campagne des municipales, qu'il y ait aussi un volet intercommunal. Ah oui. Parce que si je suis conseiller municipal, l'intercommunalité joue un rôle important et c'est le moment aussi d'expliquer le rôle de l'intercommunalité pour la commune. On n'est pas juste conseiller municipal, on fait aussi partie d'une intercommunalité. Donc je pense que ce devoir pédagogique de l'explication, il doit être en amont de l'élection et pas en aval, parce que c'est vrai que sinon, on en a au moins pour 2 ans. Et je dois dire que les deux réseaux qui organisent ce cycle de webinaire ont un peu ça à l'esprit aussi, hein. C'est qu'évidemment, le Mm. fait, ça, voilà, ça conforte un peu tous ceux qui connaissent déjà bien. On est en fin de mandat, mais on est aussi bientôt en début de mandat. Et c'est exactement l'un des enjeux autour de tout ça. On vous laisse avancer, Eric, Étant parce que précisé que depuis voilà. quelques années, quand même, dans les régions où l'intercommunalité est forte, on commence à avoir, même dans les tracts de campagne, quelques phrases sur les projets à l'échelle intercommunale qu'on n'avait pas il y a 15 ans ou 20 ans. Un petit Ça peut côté être détourné parce que l'élu municipal peut s'attribuer souvent le fait intercommunal. qu'il a lui-même pourtant critiqué en réalité, oui. On est bien d'accord. Bon, le contenu, il est normé, délégation au maire, commission spécialisée, associant les maires. Je vous ai mis ce qu'il y a dans ce pacte de gouvernance. Je vous ai mis là, c'est pas le texte de la loi, c'est un extrait d'un article que j'ai écrit qui résume. Voilà. Mais je voudrais, avant qu'un débat plus large puisse s'ouvrir, évoquer avec vous quelques autres outils. Sauf que c'est peut-être le moment d'évoquer le pacte de gouvernance mulhousien, je ne sais pas. Enfin, mulhousien, On, de Oui, oui, on- bien sûr. l'agglomération. on est très Euh, souple. On peut très bien se faire la petite parenthèse, en effet, avant qu'on finisse un peu l'exposé à caractère juridique. On se fait un petit voyage à Mulhouse. Et vous nous faites vivre un peu le. En fait, il y a une raison. Le pourquoi le président est là, c'est qu'il en a connu des vertes et des pas mûres sur son territoire. Et il va nous dire à la fin, voilà, eh bien, heureusement que le pacte de gouvernance, il est là. Est-ce que c'est ainsi qu'on peut résumer l'affaire? C'est un peu cela, ouais. On s'est battu pour l'interco. Voilà donc Mulhouse en Alsace. Mais on a des liens aussi avec l'outre-mer parce que on travaille en coopération avec la Comcom Sud Mayotte, naturellement, aujourd'hui pour créer des liens avec eux, mais aussi au niveau de l'ingénierie, de l'habitat, du transport. Voilà, on travaille en relation étroite avec l'intercommunalité. J'étais en Guadeloupe parce que j'ai créé il y a 17 ans la journée citoyenne et j'ai développé la journée citoyenne aux Abîmes. Voilà, donc j'avais passé plusieurs séjours avec l'Observatoire national d'action sociale. Et on est aussi en partenariat avec notre présidence des villes Ariane avec Kourou pour le lancement d'Ariane 6, parce que j'ai pris la présidence des villes, des communautés Ariane, donc voilà, pour le lancement d'Ariane 6. Donc on a quelques
on a quelques relations et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je vais être assez rapide sur l'histoire de notre intercommunalité, qui est une intercommunalité très jeune. Elle n'a été créée que dans les débuts des années 2000, 2004, 2010, avec une intercommunalité qui était subie, donc pas du tout désirée, pas du tout voulue. L'agglomération de Mulhouse, c'est 280 000 habitants, avec une ville-centre de 120 000 habitants, qui est Mulhouse, et 38 communes aujourd'hui autour de cette ville-centre. Il n'y avait aucune envie de travailler ensemble. Tous ceux qui sont venus à l'agglomération de Mulhouse ont été contraints par le préfet ou parce que financièrement, ils ne pouvaient pas faire autrement. Voilà, donc il n'y avait aucun sens et on était dans une véritable crise de croissance. Et c'est Jean-Marie Bockel, ancien ministre, qui était à la présidence de l'intercommunalité. J'étais alors en charge du projet communautaire et Jean-Marie Bockel m'a chargé de voir comment on pouvait faire que cette intercommunalité soit quelque chose d'accepté. Et j'ai donc fait le tour de toutes les communes et j'ai travaillé sur le sens de l'intercommunalité, son mode de fonctionnement, de quelle manière je peux me sentir partie prenante. On était dans un refus de transfert de compétences parce que chaque fois qu'on transférait une compétence, les maires se disaient qu'ils perdaient du pouvoir au niveau de leurs décisions communales. Je vais y revenir après. Et avec ces 39 communes qui étaient là, j'avais cette mission de mettre en place une nouvelle gouvernance. Et je suis persuadé que les bonnes idées, elles viennent toujours du terrain et que la pièce maîtresse de l'intercommunalité restera toujours le maire. Le maire, son conseil municipal, ses conseillers municipaux qui doivent être partie prenante. Alors toute la question était de savoir comment je peux faire pour que le maire garde son pouvoir ou qu'il soit même renforcé, les élus communautaires aussi, mais surtout les élus municipaux. Comment je fais pour que l'élu municipal se sente acteur de la vie intercommunale? Ben, on a créé des structures, à côté des structures qui existent, vous connaissez tous le bureau, le conseil d'administration d'agglomération, voilà, on connaît tous nos structures. On a créé des ateliers projets. Les ateliers projets, c'est chaque fois qu'on a un projet sur notre agglomération, ça peut être un transfert d'une compétence, ça peut être un projet d'investissement, ça peut être le parc zoologique et botanique avec un développement du centre, ça peut être les difficultés de la politique de la ville, ça peut être le logement social, ça peut être la rénovation urbaine. Chaque fois que j'ai un projet important à porter, j'ouvre un atelier projet et j'invite tous les élus qui sont intéressés par cette thématique de participer à ce travail-là. Donc, ça permet à nos 904 élus municipaux de participer à tous nos travaux. Alors, au début, on m'a dit, mais ça ne marchera jamais ton truc, parce qu'on n'aura jamais assez de place, on n'a jamais de salle assez grande. Mais au fond, sur les 904, il y en a très peu qui se sont concernés par les différentes thématiques. Et vous aurez toujours les gens qui sont impliqués dans leur commune sur cette problématique qui peuvent venir participer. Et donc, de cette manière-là, on n'exclut personne. Donc, ce système fonctionne maintenant depuis 2017 et il fonctionne très bien. Vous verrez après pourquoi il fonctionne très bien. Donc, on a mis en place ces ateliers projets. Il y en a toujours entre 5 et 10 qui sont en cours. Et il y a un atelier projet permanent, c'est l'atelier projet des finances. Les finances, il est permanent. Donc, tous les financiers de toutes les communes peuvent participer à tous les débats d'orientation budgétaire, de choix budgétaires, de fiscalité, de mise en place de la dotation de solidarité, des appels à projets, voilà. Donc, personne n'est exclu. Moi, je dis toujours que l'intercommunalité, elle est là pour fédérer toutes les énergies positives. Parce que la négative, on le sait tous, elle vient très vite. Mais c'est nous, notre mission première, c'est de fédérer toutes les énergies positives. Donc, ces ateliers projets sont là. On crée aussi des forums où tous les élus municipaux sont invités. On le fait 4 fois par an pour présenter les grands projets structurants de l'agglomération avec les partenaires pour qu'il puisse y avoir aussi 6 ateliers où les gens puissent discuter et co-construire
Et on a mis un autre volet important, on a associé la société civile par le Conseil de développement à l'ensemble de nos travaux. Donc le Conseil de développement euh, participe à tous nos travaux, aux ateliers projets, aux forums, aux débats d'orientation budgétaire, pour qu'on ait nous aussi cette vision de la société civile avant de mettre en pratique une loi. On l'a fait notamment dans le cadre de la ZFE, voilà, qu'on a carrément renversé. On est parti sur le constat du terrain, on est parti sur une question de santé publique, on a on a fait adhérer le monde économique, la société civile, et on a créé une ZFE qui est un peu différente des autres. Et de cette manière-là, tous ceux qui veulent apporter quelque chose au fait intercommunal peuvent le faire. Ça permet aussi aux maires qui transfèrent une compétence de se dire, ben, en fin de compte, quand je transfère ma compétence, c'est pour faire quelque chose ensemble que je ne pourrais pas porter tout seul. Peut-être je peux aujourd'hui porter la compétence de l'eau tout seul parce que j'ai la ressource nécessaire, j'ai la qualité nécessaire, mais demain, ce ne sera peut-être pas vrai. Donc, ayons un pas d'avance et essayons de regarder de quelle manière on peut porter cette compétence ensemble, mais il faut évidemment que mes élus municipaux puissent participer aux travaux. On a poussé ça encore un peu plus loin et à chaque transfert de compétences, j'ai associé chaque transfert de compétences à une charte. Et cette charte, elle dit la chose suivante. C'est que s'il y a une différence de point de vue ou de conflit entre un conseil municipal et l'intercommunalité, c'est toujours le conseil municipal qui reste souverain. Et c'est donc au président d'agglomération de faire de telle sorte pour qu'on n'en arrive pas là et qu'on puisse transférer les compétences si c'est pour le bien de tout le monde. De cette manière-là, on a transféré le PLUI, on a transféré la gestion de l'eau. Aujourd'hui, avec une programmation pluriannuelle qui fonctionne très bien, on a fait un lissage sur la taxe des ordures ménagères sur 9 ans parce qu'on avait des taux qui étaient du simple au triple. Et aujourd'hui, le rôle de l'intercommunalité, c'est d'ouvrir une commune vers l'autre et de savoir comment ensemble on peut mieux avancer. Donc, si je prends tous ces ateliers de co-construction, on arrive à voir que l'intercommunalité, elle a un rôle fédérateur pour avoir une vision structurante de la commune, du territoire, en gardant toujours à l'esprit qu'il est important de faire adhérer les maires à la décision politique. Donc, toutes les grandes décisions passent par la conférence des maires et il faut impérativement qu'elle ait un avis favorable, sinon on ne poursuit pas l'opération. Voilà donc, c'est assez rapide ce que je vous ai présenté. Naturellement, on a mis plus de 3 ans à le construire. On avait une intercommunalité où de tradition, c'était le maire de la ville-centre qui était président de l'intercommunalité. Aujourd'hui, c'est le maire d'une commune de 1200 habitants qui en est le président, dans une gouvernance particulière, euh, en considération du travail qui est fait sur le terrain et conscient du fait que s'il y a un souci sur le territoire, l'habitant, il ne voudra pas savoir si c'est de la compétence d'un tel ou d'un autre. Est-ce que c'est l'interco, c'est la région, c'est le département, c'est l'État? Ce sera toujours le maire qui sera le premier qui sera interpellé. Et c'est pour ça qu'il y a cette relation de confiance. Sans la confiance, vous ne construisez rien. Cette relation de confiance entre le maire et l'intercommunalité et de permettre à tous ceux qui ont quelque chose à apporter à l'intercommunalité de pouvoir exister et d'être partie prenante. Voilà, c'est ce pari qu'on a lancé sur l'agglomération de Mulhouse et qui aujourd'hui réussit parce qu'on est dans un développement important, dans des transferts de compétences qui ne qui ne diminue en rien la capacité d'être élu local. On est sur un développement économique très important, sur une attractivité du territoire, et on a énormément de compétences à la population, notamment le périscolaire qui est porté par l'agglomération. C'est assez rare qu'une intercommunalité de 300 000 habitants ait cette compétence du périscolaire, mais c'était important pour nous aussi, dans un souci aussi de péréquation,
de construire un périscolaire dans chacune des communes pour permettre aussi à ces communes de pouvoir se développer et de permettre à la jeune population, aux jeunes couples de s'y installer. Voilà, donc Et cette... donc, Oui, allez-y. non, pardon, non, j'avais deux questions. Deux questions. La première, c'est est-ce qu'un pacte de gouvernance, c'est public ou c'est maintenu, menottes au point dans les affaires politiques et uniquement, voilà. Ou est-ce que c'est... Je n'ai pas vérifié. Je sais que vous avez eu la gentillesse de me l'envoyer. Est-ce que c'est accessible sur le site, par exemple, de l'Aglo de Mulhouse? Bien sûr, Bon. bien sûr. Et C'est donc, un peu notre fierté, et plus c'est accessible, et mieux c'est. Et parce que ça nous a apporté tellement, parce qu'en fin de compte, on a travaillé sur les valeurs à développer ensemble. Et en fin de compte, le côté financier, souvent quand on est dans une intercommunalité, on parle à l'attribution de compensation. Est-ce que je ne perds rien? Est-ce que je suis sûr que les projets se font chez moi? Est-ce que la dotation de solidarité, je ne suis pas perdant? Voilà, c'est ces questions-là qu'on se pose. Et nous, on s'est posé les questions inverses. C'est-à-dire, quel est, en fin de compte, l'objectif de l'intercommunalité, qu'est-ce que ça doit m'apporter, et ensuite on regarde de quelle manière on le construit avec les moyens qui sont les miens. et donc, Et juste une et- question, quelle est la portée juridique de ce pacte justement de gouvernance? Et est-ce que le président qui suit peut défaire le président oui, est-ce que Bien ça sûr, n'engage que bien le sûr. président ou Ouais, ça c'est engage le ça. conseil ou le président? En fait, le Oui, pacte, il est quand même... oui, et Ça jusqu'à engage quel le point? conseil. Ça engage le conseil, C'est-à-dire, mais c'est le conseil qui l'a le décidé. pacte Le pacte de gouvernance a été voté par le conseil d'agglomération et ensuite on a demandé à chaque commune de délibérer sur le pacte de gouvernance dans leur commune et toutes les communes l'ont adopté. Et aussi bien la ville-centre que les petites communes. Et ça, c'était en fin de compte le début de la construction de l'intercommunalité. Mais il est vrai qu'aux prochaines élections, si ça bouge, bah, on peut reprendre un autre pacte de gouvernance ou pas, ou changer un peu le système de faire. Mais c'est justement ce qui renforce un peu la réussite du territoire. C'est aujourd'hui clairement la manière dont on gère l'intercommunalité. Est-ce qu'à la réponse politique, je Mais peux ajouter là un où je tout suis petit point juridique? Oui. je voudrais juste rajouter, oui, je voudrais juste rajouter un point, c'est que je suis aussi persuadé que chaque territoire doit garder sa manière de fonctionner et qu'il faut travailler avec la base, avec les maires, pour construire son projet de territoire. Et aucun projet de territoire ne peut être semblable à l'autre, parce que c'est justement le fruit d'un travail de co-construction et de connaissance de l'autre. Et la connaissance de l'autre, c'est très important, parce que si vous parlez, par exemple, logement social, et vous êtes obligé de mettre en place un plan local pour l'habitat, ceux qui ne sont pas obligés d'avoir de logements sociaux pourraient se dire, bah, moi, ça ne me regarde pas. Mais si, ça me regarde. Parce que le bassin de vie, en fin de compte, c'est le mien aussi, c'est le tien. Et le fait de connaître l'autre et d'apprendre à connaître l'autre font que on voit les choses différemment. On voit aussi les difficultés de l'autre. Alors, Peut-être mon côté musicien, parce que je suis musicien, donc les musiciens, ils voient les choses un peu différemment. Mais comme je suis comptable de l'autre côté, j'ai toujours la culture des chiffres, mais je passe beaucoup par les valeurs aussi. eh ben, très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un peu attention. D'abord, je voudrais qu'on vérifie. Vous nous direz, si vous voulez bien, les organisateurs, qu'on ne voit pas, s'il y a des questions ou pas, ou des demandes de réaction, parce qu'il faut qu'on arrive à utiliser un peu Mulhouse et qu'on puisse, par vos interventions, voir comment tout ça peut atterrir en Outre-mer. Hein, c'est ça aussi le sujet. C'est ça. Bon. Euh, il nous reste, attention, un quart d'heure très précisément. Donc, je veux qu'on soit vigilant sur les questions, qu'on ait après nos petites minutes de conclusion. Donc, Eric, maintenant, au pas de course, on donnera votre PowerPoint, d'accord? Mais là, on fait le petit survol rapide pour voir, on check les points juridiques importants. Alors, je reprends mon diaporama. Donc, hop, normalement, C'est il parfait, apparaît, c'est bon? c'est parfait. Bon, première remarque sur la valeur juridique du pacte de gouvernance. C'est une délibération, donc c'est la valeur d'une délibération. Si cette délibération, ce qu'une délibération fait, une autre peut le défaire.
Si dans cette délibération, vous avez tout le monde qui a voté, c'est à l'unanimité, il y aura quand même un poids politique qui n'est que politique, mais qui peut faire que médiatiquement et dans la presse, vous pouvez passer pour un horrible méchant si vous ne respectez pas votre pacte de gouvernance, au moins s'il a été adopté sous le mandat en cours. Mais il peut quand même y avoir des cas où ça sera illégal et d'autres cas où au contraire il y aura une vraie valeur juridique. Le cas illégal, c'est si dans le pacte de gouvernance, vous dites que, par exemple, les majorités sont à une autre majorité que celle que fixe le code. Bah, vous pouvez écrire ce que vous voulez, mais si vous transformez en règle juridique ce qui n'en est pas une et qui ne peut pas en être une, évidemment, alors pour le coup, c'est illégal et c'est même un coup à ce que le juge se retrouve à censurer votre article, ce qui serait dommage. Ce qui veut dire que si vous dites, bah non, moi je m'engage à ce que ça soit du consensus, comme vous venez de le dire, Monsieur le Président, c'est la commune qui gagne, sous réserve d'un article que j'évoque après, vous trouvez une manière de le dire pour que ça ne donne pas l'impression d'être une règle de droit, mais bien un mode de fonctionnement politique, et dans ce cas-là, ça sera légal et tout va bien. En revanche, on est toujours tenu aux règles auxquelles on s'astreint soi-même quand celles-ci ne sont pas illégales. Donc si vous dites en revanche, même si vous ne le glissez pas dans votre règlement intérieur, aucun sujet ne passera en conseil communautaire sans être passé par exemple par la conférence des maires, ce genre de choses. Là, vous vous imposez à vous-même une procédure qu'il n'est pas illégal que vous imposiez et que vous avez le droit de vous imposer, mais qui risque du coup de rendre illégale une délibération où vous auriez omis de le faire. Hein. Donc il y a des cas où ça peut avoir une valeur juridique, c'est quand on s'impose des procédures qu'il est légal de s'imposer et qu'on devra respecter. Quant au point de savoir si un projet peut être bloqué par une commune, je vais vous montrer un article. Alors, on regarde juste entre nous, hein, c'est un secret. Hop là, c'est le 52-11-57. Les décisions d'un EPCI FSQD propre dont les effets ne concernent qu'une des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal et on passe à la majorité des 2 tiers si la commune a dit non dans le délai de 3 mois. Pas très connu cet article. Alors évidemment, le problème, c'est qu'il y a très peu de choses, je pense. Le problème, c'est que les effets ne concernent qu'une des communes. Je vais prendre l'exemple classique, qui n'est pas un exemple très ultramarin, mais que je recycle depuis 20 ans. C'est j'ai une implantation sur une commune de l'aire d'accueil et de stationnement des gens de voyage, pour prendre un sujet consensuel, et la commune dit non. Est-ce que les effets ne concernent qu'une commune? Est-ce que c'est l'implantation ou l'aire, ces effets concernent tout le territoire? Ils ont un impact juridique sur tout le territoire. Est-ce que je peux l'appliquer en pareil cas? Est-ce que je peux l'appliquer sur l'implantation, je ne sais pas, d'un équipement contesté? Donc, avec une base juridique, enfin, avec un cadre juridique flou, on a quand même ici une règle qui n'est pas sans évoquer. Ce qui a été évoqué tout à l'heure par le président de Musée. Autre règle qui n'est pas très connue et que je jette comme ça en vrac à votre réflexion collective, je peux, lorsqu'un EPCI forme une commission, il peut prévoir la participation de conseils municipaux des communes membres sur la modalité qu'il détermine, ce qui s'ajoute au droit habituel des comités consultatifs où j'ai moitié élus communaux et moitié autre chose. Mais je peux prévoir ce genre de choses. J'ai aussi le recours au conseil de développement en intercommunalité obligatoire à partir de 50 000 habitants, bref, des articles ici, des informations sur les avis des conférences des maires, sur les informations des uns et des autres, qui ne sont pas très connues. Je peux J'insiste aussi sur un rôle, pardon. Eric, mini question. Je peux prévoir l'implication des élus municipaux dans une commission, mais est-ce à dire dès lors que donc j'ai une délibération qui serait relative à la composition de ces commissions, et ça veut dire que ça s'appliquera mécaniquement pendant tout le mandat, et seul Jusqu'à ce que je prenne une délibération sans inverse. jusqu'à ce que je prenne. C'est comme le pacte de la gouvernance. Tant que c'est Exactement. pas revu, c'est lui qui s'applique. D'accord. Et là, autant dans le droit commun des comités consultatifs, je dois avoir, sauf si c'est un groupe de travail, une majorité d'élus municipaux, donc intercommunaux, autant là, je peux même prévoir que les élus municipaux sont majoritaires, ce qui n'est qu'une commission.
mais ce qui peut quand même être très adapté, notamment quand j'ai des territoires très grands où j'ai des élus municipaux. Je veux dire, quand j'ai un maire d'une commune de 500 habitants qui siège dans une communauté où ils sont 60 communes, le gars, il ne peut pas siéger à toute la commission. Donc, vive ce système. Et si Euh, ça peut, et si on essaye de penser, vu que vous les connaissez bien au territoire d'outre-mer, est-ce que ça peut être utile, ça? je vais prendre oui, je vais prendre un exemple. Si j'ai un territoire assez grand, je ne sais pas, moi, je veux travailler sur les problématiques en matière de pêche. J'aurai une commission de développement économique, j'aurai des groupes de travail, mais je peux très bien me retrouver avec les grands élus de la commune qui ne sont pas les gens Pas qui les ont une pêcheurs. compétence particulière en matière de pêche ou de tourisme. Et donc là, je peux avoir des compétences techniques et je peux multiplier les liens entre communes et communautés. Mais attention, les maires des communes concernées peuvent avoir le sentiment qu'on est en train de les contourner. Donc ça veut dire qu'avant les groupes de travail, avant que ces commissions aient des retours sur ce qui s'est dit en commission, il faut peut-être repasser devant les maires concernés ou au bureau pour éviter qu'on donne l'impression qu'on contourne les maires. Sur des domaines particuliers, on peut se retrouver parfois à avoir des projets. J'évoquais les mi-pentes à La Réunion où tout d'un coup on va avoir des problématiques d'aménagement, de voirie, d'agriculture, d'espace de gestion du foncier qui vont correspondre à des tas de commissions thématiques et là qui ont un cours géographique. J'ai un autre exemple qui me vient en tête. J'avais eu à travailler sur les conséquences des forages pétroliers en Guyane pour le cas où ça arriverait. Et là, on se retrouve avec des problématiques de pêche, des problématiques de développement économique, des problématiques d'habitat pour le cas où ça aurait marché. Bon, ça n'a pas marché, mais pour le cas où ça aurait marché. Et là, je me suis retrouvé à travailler avec énormément d'acteurs, de commissions autres qui n'étaient pas habitués à travailler ensemble. Et là, tout le droit toute la comitologie, c'est-à-dire le droit des comités consultatifs ou ce genre de commissions et autres, dans leur diversité, auraient pu être à créer, par exemple, pour piloter ce genre de trucs, par exemple, y compris avec les représentants des deux groupes pétroliers concernés, par exemple, y compris pour leur financement. Autre remarque, Outre-mer, évidemment, on a un rôle extrêmement important des CCAS. Qui sont en général assez peu intercommunalisés outre-mer, mais il commence à y avoir des mouvements de CIAS sur un certain nombre d'actions. Et en revanche, il y a beaucoup d'actions à l'échelle intercommunale sur les questions de prévention de la délinquance ou autres. Et donc là aussi, on est sur des territoires grands avec des problématiques spécifiques où il n'est pas idiot d'envisager des gouvernances un peu particulières. Autre remarque, j'évoquais le fait qu'outre-mer, on a assez souvent, évidemment, Mayotte et la Guyane sont un peu à part de ce point de vue-là, mais on a là beaucoup de communautés où on n'a que des communes d'une certaine taille assez structurées. Et donc, c'est dans ces territoires-là qu'on pourrait envisager d'exporter des choses qui se passent dans certains endroits, qui est un pilotage des grands projets intercommunaux par un groupe de DGS qui présente ça aux DGS communaux intercommunaux avant de le présenter aux élus. En Vendée, par exemple, aux Herbiers, ils ont longtemps fait ça. Vous aviez le DGS de l'Interco et au moins 3 secrétaires de mairie qui portaient un certain nombre de projets, pas tous, et qui présentaient ça ensuite aux élus en différentes commissions à titre d'instruction pour s'assurer comment dire, pour que le projet ne soit pas perçu comme étant une technostructure intercommunale, mais bien un projet commun. La C'est gouvernance des n'est choses. pas que politique. La gouvernance, Voilà. c'est une gouvernance politique qui s'articule et qui peut être nourrie avec une gouvernance administrative. Ah bah oui, dans le cas que j'ai en tête, c'était sur des choix de logiciels en commun sur les cimetières, c'était sur de la mutualisation de beaucoup de choses. Donc on n'était pas du tout sur des trucs qui étaient une nouvelle politique, mais qui sont des choses importantes aussi. Et le fait que ça soit porté par des groupes de travail dans lesquels les DGS des communes sont très présents, les herbiers c'était plus des secrétaires de mairie, est un truc qui donne une sorte de neutralité et qui aide à l'accouchement de consensus. Mal géré, ça peut être l'élu qui a le sentiment qu'il se fait contourner, y compris dans ses relations de son DGS.
Mal géré, ça peut être le DGS de l'Interco qui joue au super DGS vis-à-vis des DGS des communes, qui est toujours une erreur et l'est encore plus dans le monde ultramarin où on a quand même des communes structurées bien souvent, toujours, mais souvent. Bien piloté, ça peut être pas mal, hein. Ça peut désamorcer plein de trucs. Y compris l'accusation, à tort ou à raison, que l'Interco soit hors sol, qui est une accusation classique de beaucoup de territoires, en général à tort, bien sûr. Pas Alors, toujours. est-ce qu'avec tout ça, on a bien fait le tour, Eric? Oui, parce que le reste, j'en ai Bon. déjà Alors, c'est parlé, super, parce que c'est et surtout, le temps passe. Et et puis, c'est j'ai trop surtout que parlé le temps déjà. passe. Alors, je vais vous proposer la chose suivante, parce que moi, je me suis engagé à ce que ce soit fini à 16 heures. 16 heures, c'est dans 3 minutes. Maintenant, c'est plus que dans 2. On vient d'informer Teddy Bernadotte qu'on allait lui donner la parole. Donc, ce que je vous propose simplement, Ah, en essayant de super. ne pas être cavalier, il va parler juste quelques secondes, 1 minute maximum. Après, chacun, vous allez conclure de manière un peu brutale. C'est un débat, de toute façon, et vous nous le redirez, je suis sûr, en conclusion, qui est infini du comment on s'organise sur le champ politique, enfin, etc. Nous, notre temps, il est fini. Voilà, bientôt fini. Je voudrais donc qu'on écoute juste une petite réaction au nom de la salle. Moi, je vais vous laisser conclure. Je dis juste avant que la présidente d'Interco-Outre-mer, Liliane Piqueur-Salamé, vient d'envoyer un petit message aussi pour dire à quel point elle a dû partir avant la fin. Mais elle vous remercie et évidemment qu'elle a trouvé ça excessivement intéressant. Alors, si vous voulez bien vous préparer vos quelques secondes de conclusion, c'est un peu brutal, hein, mais et on laisse la parole au nom de la salle à Teddy Bernadotte, juste pour quelques mots. Vous vouliez nous parler, Teddy? Vous êtes là? Ah bah alors. Votre micro est ouvert. Teddy, vous nous entendez? C'est les imprévus du direct. C'était normalement, ça devait marcher, mais s'il n'est pas là, malheureusement, il n'entend plus, nous dit-on. Eh bien, il est 59. Alors, c'est malheureux, ça, c'est la technique qui va nous empêcher de. Et cela dit, on me dit que la question de Teddy Bernadotte est dans le chat. Alors, est-ce qu'on le voit ou pas? Où est-ce qu'on en est là? Hop, dans le chat, qu'est-ce qu'il nous disait, Teddy Bernadotte? Il nous disait l'intercommunalité a un rôle fédérateur à Mulhouse. À l'inverse, lors des 2 derniers congrès des élus, maires, députés, conseillers départementaux et régionaux, la suppression des EPCI a même été évoquée. Responsable selon des élus de l'échec des politiques publiques, qu'en pensez-vous? Ben merci Teddy pour votre question. Vous avez 10 secondes chacun pour y répondre, mais c'est une question énorme. Voilà. Allez, messieurs, qui de vous? Éric Landau, dernier mot, parce qu'après c'est les élus qui ferment, c'est Je normal. dirais, oui, c'est plus logique. Voilà. Moi, je dirais que l'intercommunalité a toute sa justification dans le monde ultramarin en raison du fait que quand vous êtes, par exemple, à La Réunion, j'évoquais que ça correspondait aux micro-régions. Quand on est en Guyane, on a des communes qui sont en souffrance et en difficulté, qui ont parfois besoin de technostructures. Et prenons le cas de l'agglomération de Cayenne, on a comme un lien, etc. Donc on a quand même des territoires qui existent, mais qui peut-être ont plus vocation à être des organismes de coordination et de planification, là où il y a plus besoin d'action et de mutualisation dans l'Hexagone bien souvent, en plus. Est-ce qu'il y a besoin d'intercommunalité outre-mer? Moi, je pense que oui, j'ai peut-être tort, mais je pense que oui. Ou en tout cas d'une action à cette échelle-là. Est-ce que ça passe par le même moule que le moule juridique national et hexagonal? Ça se discute. Merci. Oui, Fabien Jordan. oui, je voudrais pour terminer insister sur le rôle fédérateur de l'Interco, comme ça a été dit. Parce que l'Interco est là, en fin de compte, pour porter une vision structurante du développement territorial. Et il ne faut pas oublier l'effet levier fort auprès des autres institutions. Et cet équilibre à trouver avec l'État, la région et le département. Et en fin de compte, l'intercommunalité, c'est faire ensemble ce qu'on ne pourrait pas faire isolément. Et ça passe évidemment par
la confiance, par aussi le fait de pouvoir mettre en place des services d'appui aux communes, parce que là aussi, l'intercommunalité doit aider les communes. Je parle toujours, moi, de grand frère qui vient en appui. Donc, les services d'appui aux communes qu'on peut développer, le développement des coopérations, de mutualisation de moyens, d'accompagnement et d'expertise. Voilà donc une intercommunalité au service des communes. C'est notre mission première et je serais ravi de venir vous voir pour développer ça chez vous, sans problème. Eh ben, très bien. Monsieur le maire. Oui, alors très rapidement, juste pour dire que bon, moi j'ai eu la chance de siéger pendant une mandature dans l'opposition et maintenant dans la majorité. Donc quelque part, j'ai les deux versants. Euh, Dire aussi une chose, c'est que jusqu'à maintenant, en tout cas, je parle de la CACL, on avait transféré les ordures ménagères, l'eau usée, les transports, enfin bon. euh, c'est pas là-dessus, à la rigueur, que ça ne fait pas grand débat. Sauf qu'aujourd'hui, quand on transfère l'eau pluviale, le tourisme, l'économie, donc on a le sentiment, en tout cas les maires ont le sentiment d'être dépossédés d'une compétence, de leur pouvoir, et c'est ce qui commence à créer certaines frictions, certains problèmes. On a eu une grosse problématique il n'y a pas quelques jours de cela en Guyane par rapport aux inondations. Mais c'est le maire qu'on appelle quand il y a des inondations, c'est pas le président de l'EPCI. Donc, souvent, on est confronté par rapport à ça et le transfert aussi pose problème. C'est que souvent, en transfert, mais on veut encore garder la maîtrise de ce transfert-là. Et souvent, les élus d'opposition nous font cette remarque aussi, de dire que ça fonctionnait mieux avant le transfert de compétences, ou sinon avec la subvention qui est versée à l'EPCI, on aurait pu faire mieux. Donc, on a ce travail de communication aussi à faire en leur disant qu'il nous faut un certain temps pour justement harmoniser tout ça et que tout le monde trouve quelque part son compte. C'est vrai que si je dois parler de ma commune, hein, de Rémière-Montjoly, c'est vrai que la contribution est très importante au niveau de la CACL. Et on peut avoir le sentiment de dire, ben, si on n'avait pas transféré cette dotation, on aurait pu faire mieux, on aurait pu voilà, faire sa politique, la politique à soi, au lieu de la transférer à la collectivité. Donc, et j'ai très bien souligner la remarque du dernier intervenant. C'est vrai que quand on passe dans d'autres assemblées, quel que soit conseil général, régional, les assemblées territoriales, on voit bien que le débat n'est pas le même, mais pas du tout le même. Même au niveau des mairies, le débat n'est pas du tout le même. On a quand même, et c'est la chance qu'on a, je pense que ça sera peut-être un point de conclusion, dire que on arrive à avoir un débat apaisé au niveau de la CACL. C'est pas parce qu'il y a moins d'opposition, c'est parce que les sujets eux-mêmes sont moins problématiques. C'est surtout ça. Merci infiniment pour toutes ces... je ne vous vois plus. Voilà. Merci infiniment pour toutes vos remarques. Vous voyez affiché, et je voulais pas reprendre la parole derrière, hein, ça ne se fait pas protocolairement parlant. Juste, on se redonne les dates des 5 webinaires. Aujourd'hui, la gouvernance, on en a parlé. Les compétences, le mardi 15 avril. C'est 15 heures, toujours hors de Paris. Désolé, hein, ça vous fait. Mais voilà, comme ça, c'est très clair, mais toujours hors de Paris. L'appropriation de l'interco, la concertation, c'est le 20 mai à 15 heures. Le financement, c'est le 17 juin à 15 heures. Et l'administration au service du projet politique, le mardi 8 juillet à 15 heures. Et donc, Parfait. tout ça, ça se retrouve sur les sites d'Interco de France et sur le site d'Interco Outre-mer. On s'inscrit, enfin, etc. Voilà, nos prochains rendez-vous. Moi, au nom de tous, je vous remercie. Je trouve que c'était très riche, mais évidemment frustrant parce que je crois qu'on pourrait s'en faire 2 heures de plus, qu'on n'aurait pas éclusé le sujet. Voilà. Euh, Merci à vous tous. Voilà, merci à vous tous au nom de tous les Merci. participants. Et je crois, et on me redit, voilà, que toutes les ressources seront envoyées par mail aux participants. Voilà.
infiniment merci au nom de tous les participants et Merci. simplement à la prochaine étape. Donc, voilà, Merci merci. beaucoup. Merci. À Bonne bientôt. journée. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci beaucoup, enfin. Tu m'entends, Claude?